Alors, je sais pas quel est le technicien ou l'ingénieur génial qui a créé un système consistant à vider les nappes phréatiques en les pompant avec beaucoup d'énergie pour les mettre dans une bâche plastique et les laisser s'évaporer et pourrir. Sauf que ce qu'ils avaient oublié de dire aux potentiels porteurs de projets locaux qui cherchaient, c'est que techniquement ça marcherait pas. Aujourd'hui, on a des bassines qui sont pourries de cyanobactéries et qui ont des problèmes d'écoulement parce qu'il y a des algues dans les tuyaux, etc. Et puis que les bâches, au bout de 10 ans, à être un régime, à être au soleil, dans l'eau, etc., elles craquellent. L'idée, c'est que ça se généralise quand même un peu partout, on a l'impression. Il y a d'autres bassines en Charente, il y en a déjà dans la Vienne, dans le bassin du Clin, vers Poitiers. Il y a un projet de bassine dans le Berry, il y en a dans l'Allier avec les méga, supra, giga bassines de Limagrin. L'eau, tant qu'elle est dans la nappe, c'est un bien commun de la nation, elle appartient à tout le monde. Quand elle est dans la bassine, elle appartient à quelques-uns, et au moins ceux-là sont sûrs d'avoir de l'eau en été. La préfecture a signé les autorisations de construire. Donc, on a là le pouvoir exécutif qui va à l'encontre du pouvoir judiciaire pour pouvoir mener son projet à bien quand même. Si on parle des préfets, des 3 préfets qui sont succédés chez nous, c'est clair et net, ils arrivent avec une lettre de mission. Ton garagiste a trouvé un mouchard, un tracker GPS sous ton camion. Ouais, ça remonte à il y a 2 mois maintenant. 2 mois, ouais. Le soir, quand je suis allé payer la facture, il m'a dit en plus, j'ai une petite surprise pour toi. Et donc, c'était bien un traceur GPS. C'était le deuxième que je trouvais de ce type-là, en mars 2021, si ma mémoire est bonne. On avait également révélé la présence de tout un dispositif de surveillance vidéo, caméra devant le domicile de mon père. Comment les autorités justifient, parce que ça pose quand même un certain nombre de questions en termes de liberté fondamentale. Amis du café, amis de la police, amis de l'eau fraîche, amis des libertés, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous, ça va? Bonjour, hop, 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 bonjour, super. Ah, vous ressemblez à votre avatar Twitter. Ah bah oui, c'est ma photo. C'est votre photo, voilà, oui, c'est très bien, donc c'est bien vous. Alors, parce qu'on est obligé de faire gaffe un peu à qui on habite ici, vous voyez. Bien sûr. Bon, comment je dois prononcer votre prénom? Je suis désolé. Hein. C'est normal. Anne Morwen, Anne ou Morwen, les 3 fonctionnent. Les 3 fonctionnent. Vous êtes hydrologue et nous attendons Julien. On est bien d'accord? Exactement. Bon, ouais. Super. Hydrologue, ça veut dire quoi exactement? Hydrologue, ça veut dire qu'on étudie l'eau superficielle. Alors justement, c'est très cloisonné, toutes ces disciplines. Je parle souvent de cycle de l'eau plutôt, parce que hydrologue, c'est les eaux de surface, hydrogéologue, c'est les eaux souterraines. Et en fait, on est en train de se rendre compte que tout ça est très, très connecté. Donc, voilà, plutôt sur le cycle de l'eau qu'hydrologue, si on doit être précise. Alors, au départ, c'était Julien qui devait venir. Il va venir d'un moment à l'autre. Et puis, en fait, hier, il m'envoie un texto, me dit ouais, est-ce que vous seriez d'accord que Anne vienne avec moi parce que elle a plié. Comment ça s'appelle ce truc-là attendez, je cherche Ah oui, voilà, le Bureau de recherche géologique et minière, le BRGM. Il dit ouais, non, elle les a plié avec ses conclusions, ce serait super. Je dis alors allons-y, bonjour. Donc vous êtes là, voilà, et c'est super. Bon, c'est super. Ça veut dire quoi que vous avez plié les conclusions du Bureau de recherche géologique et minière, le BRGM, qui est celui qui finalement donne le feu vert aux méga bassines? Oui, alors bon, c'est un peu plus. J'ai pas plié le BRGM, faut pas abuser. J'ai critiqué le rapport qui était le seul argument scientifique pour les probassines pour défendre le fait que les mégabassines allaient améliorer l'état des rivières. Ouais. Voilà, j'ai modéré leurs conclusions et ils ont admis dans leur communiqué de presse de réponse que justement leurs résultats n'étaient pas aussi robustes que ce qu'ils avaient prévu et qu'il fallait les manier avec précaution, sont leurs termes. Alors, c'est très bien que vous soyez la première des deux invités parce que on va pouvoir parler d'abord de ce que sont les mégabassines et ensuite on parlera peut-être de la lutte contre elles. Alors, si je vous dis que ce sont des réserves de substitution. Oui, voilà, c'est comme ça qu'on les appelle officiellement. Voilà. Donc c'est des réserves parce que c'est des gros bassins creusés dans le sol. Voilà, pour s'imaginer le déroulé des travaux. Ils dénudent des hectares de terres agricoles. Ensuite, ils creusent dans la roche. Ils construisent des grosses digues sur les côtés pour avoir 10-15 mètres de profondeur. Et après, ils recouvrent ça d'une bâche.
Et ensuite, cette bassine est remplie en pompant dans l'eau des nappes en hiver. Oui. Et c'est ça le principe de ce qu'ils appellent la substitution. C'est que comme les cours d'eau vont très mal en été dans la région, c'est-à-dire qu'ils sont à sec plusieurs mois par an, parce que il y a une irrigation agricole très intense dans le bassin de la Seine niortaise. Du coup, ils ont eu l'idée de génie de se dire que s'ils prélevaient en hiver quand il y avait plus d'eau dans les nappes, ils prélèveraient moins en été et du coup les rivières iraient mieux en été. Donc c'est ça le principe de la substitution, c'est de dire ce qu'on prélevait avant en été, on va le prélever maintenant en hiver. Et après ils prélèvent dans les bassines pour irriguer les champs. Voilà. Alors Ouais. Ouais, il y a des choses à revoir sur ce principe de substitution. Nous on le critique pas mal parce que comme le principe c'est de plus atteindre les niveaux de crise en été. En fait, tant qu'on n'atteint pas les niveaux de crise, tous les autres qui sont pas raccordés aux bassines, eux, ils vont continuer de pomper. Donc, en fait, on va probablement pomper pomper autant qu'avant en été, mais pomper aussi en hiver, en fait. Donc, la substitution. Voilà. Alors, niveau de crise, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, c'est quand en fait le niveau des nappes d'eau varie dans l'année. Donc en ce moment on entend beaucoup parler d'hydrologie dans l'actualité, c'est génial. Donc les nappes, c'est un métier d'avenir là, vous avez choisi une belle filière. Là, bravo. Hein. Ouais, c'est ce que je disais. Vos parents doivent être rassurés, ils doivent se dire c'est cool. Pas trop parce que comme publiquement je prends des positions assez engagées, voilà, ça empêche quand même je pense certaines candidatures à certains postes, on va dire quoi. Voilà. J'imagine. Alors, je vois que Julien est arrivé. Je vais le faire venir dans la scène. Tac, attention, le voici. Cher Julien, on démarrait avec Anne sur ce que sont les méga-bassines et après on parlera de la lutte. Et là, il y a déjà beaucoup de personnes qui sont avec nous et qui ont déjà plein de questions. Mais là, on était vraiment en train de dresser la table. Qu'est-ce que c'est que ces méga-bassines? Alors, le Bureau de recherche géologique et minière, le BRGM, je trouve ça sonne bien. Eux, ils sont pas d'accord avec vous. Eux, ils disent que les méga-bassines pourraient améliorer le niveau des nappes au printemps et en été de l'ordre de 6%. Ils disent même que certaines rivières pourraient avoir un débit estival 40% supérieur. Alors, je crois que c'est leur argument massue. Qu'est-ce que vous opposez à ça? Moi j'oppose que en fait par exemple leur 40% c'est une manière très avantageuse pour eux de présenter les chiffres. En fait c'est quand donc ils utilisent un modèle numérique pour reproduire les flux d'eau dans la région de surface en profondeur. Et donc ils reproduisent le niveau des nappes et le débit des cours d'eau. Ils le reproduisent. Donc l'idée c'est quand même de voir l'impact sur le maximum et sur le minimum, oui. Et ils le reproduisent pas si bien que ça sur le minimum et le maximum. Et donc ils arrivent jamais à reproduire les périodes d'assec de plusieurs mois sur les cours d'eau. Et dans leur modélisation, quand ils essayent de rajouter les bassines, évidemment comme dans les scénarios il y a un peu moins de prélèvements en été, évidemment que la situation est un peu meilleure numériquement, quoi. Seulement, en fait, le débit en été, il est tellement faible que si on a une toute petite augmentation qui permet pas en fait de retrouver un bon état des cours d'eau, mais comme le débit est très petit, une toute petite augmentation fait tout de suite un fort pourcentage. Donc 40%, ça paraît beaucoup, mais en fait, quand on a un débit à 0, si on a 0,1 derrière, mètre cube, c'est des unités, je vais pas rentrer dans les chiffres, mais évidemment tout de suite ça fait un fort pourcentage, mais en fait c'est le débit ridiculement bas qui leur permet d'avoir un fort pourcentage. Et c'est là où sur ces 5 à 6% et ces 40%, etc., c'est là où après ils ont communiqué en disant, alors qu'avant ils disaient les bassines amélioreraient l'état des cours d'eau, maintenant ils disent c'est une tendance à manier avec précaution. Donc on n'est plus sur... Pour donner une idée de la dimension, c'est quoi une méga bassine? C'est grand comment? Dans les projets de la COP de l'eau, le projet vraiment des 16 méga bassines sur lequel on est principalement, les bassines elles vont entre 8 et 16 hectares, 7 et 16 hectares. Alors je sais pas, je suis désolée, je sais pas combien ça fait un terrain de football, mais ça fait des bons champs, quoi. Vraiment, ça fait des grosses parcelles, et c'est pour ça qu'on parle de méga bassines dans ces cas-là, parce qu'avant il y a déjà eu des systèmes de bassines, mais qui faisaient moins d'1 hectare. Et là, on est vraiment sur de la méga bassine, c'est 16 hectares. Je vais vous aider.
Parce que merci. mais je vous en prie, parce que j'ai fait mes devoirs. Cratère tapissé d'une bâche en plastique s'étend sur 16 hectares de terre agricole. Ça, c'était pour Sainte-Soline, où il y a eu la grande manifestation dernière. Une douzaine qui était destinée à desservir une douzaine d'exploitations. Le volume était de 720 000 mètres cubes, soit l'équivalent de 200 piscines olympiques. Et de mémoire, je crois, 16 terrains de football. C'est juste pour avoir une idée. Ah, Quoi. je sais pas. Ouais. Ah bah si. Je sais pas combien ça fait un terrain de football en vrai. Ah, Julien, Julien dit qui que est pour l'AS Niort. C'est ça, les chamois niortais. Ah, voilà, ah bah tu vois. Bon, et c'est ça à peu près ce dont on parle, la dimension. Donc pour les plus grandes construites à ce jour, ouais, c'est ça. Les plus grandes construites, elles sont en sud de Vendée. Elles font 900 000 mètres cubes, donc on est sur le même genre de dimension, autour de 17 hectares. Et il y en a des encore plus grosses qui sont en programmation, là, qui sont envisagées sur la plaine de la Limagne, du côté de Saint-Étienne, avec des bassines qui feraient jusqu'à 1,4 million mètres cubes. Donc on peut aussi transformer en piscine olympique, hein, ça nous fait 1,4 million mètres cubes, ça nous fait un petit 7000 piscines olympiques. Donc c'est gigantesque. C'est énorme. D'un point de vue environnemental, les effets, les contre-effets, pour vous, c'est quoi de l'installation de ces méga-bassines? Sur les impacts environnementaux, Anne Morwen a commencé à l'évoquer, mais nous, il y a des éléments qui nous inquiètent fort, qui est sur le fonctionnement du cycle de l'eau traditionnel, notamment autour du marais Poitevin, et sur l'absence d'évaluation correcte des impacts hivernaux. Le bon fonctionnement du marais Poitevin, c'est qu'à cette saison, il devrait être plein d'eau, inondé, et qu'aujourd'hui, on a des logiques de drainage de ces marais. On a pu révéler encore une fois cette année que le remplissage de la bassine SEV17 à Mauzé-sur-le-Mignon avait pu commencer, alors que la rivière Mignon, en contrebas, était complètement à sec. Et donc ça signifie bien que, en dépit de ce que disent les porteurs de projets, il n'est jamais question de prendre une eau excédentaire. Et là-dessus, Anne Morwen pourra nous dire ce que c'est une eau excédentaire et si cette notion elle existe bien. Parce qu'en fait, le cycle de l'eau, c'est que l'eau elle doit aller jusqu'à la mer. Et qu'à la mer, il y a des besoins également à remplir. Donc il n'y a pas d'eau excédentaire. L'eau qui part à la mer n'est pas une eau gaspillée. Par contre, l'eau qui vient pas remplir les nappes phréatiques et qui vient pas remplir le marais Poitevin et les crues, ça c'est vraiment problématique parce qu'il y a tout un tas de bestioles qui ont établi leur cycle de vie par rapport à ces réalités-là. Et ce qu'on observe, c'est qu'on était déjà sur un territoire où les assecs en été, dû à la surirrigation, étaient massifs. L'an dernier, 1000 km de rivières à sec en Deux-Sèvres sur 1500 km de rivières. Et depuis que les bassines existent, notamment en Nord-Charente-Maritime, on observe un phénomène tout à fait nouveau au niveau hydrologique, qui sont les assecs hivernaux. Alors pas des grands fleuves et des grandes rivières comme le Mignon, la Vendée, etc., mais tous les petits ruisseaux qui alimentent ces rivières-là peuvent être à sec dès lors qu'on démarre la pompe pour remplir la bassine. Et puis un dernier élément environnemental qui nous inquiète fort, c'est que par exemple la bassine de Sainte-Soline, elle est posée en pleine ZPS, zone de protection spéciale, pour une espèce qui est rarissime, qui est en grande voie de disparition, qui s'appelle l'outarde canepetière et qui est devenue un petit peu l'emblème de la bataille de Sainte-Soline. C'est un piaf qui mange des sauterelles notamment, et qui était très dépendant du bocage et des prairies. Et sur ces mêmes territoires, aujourd'hui, on a une agriculture qui s'est installée, qui est complètement incompatible avec la survie de ces espèces, où il n'y a pratiquement plus de prairies, où il n'y a plus d'insectes suite à tous les pesticides qu'on peut mettre. Et maintenant, on vient implanter une gigabassine pour arroser avec des canons à eau, là où même elle tentait de nicher, et résistait encore et réussissait à nicher jusqu'à maintenant. Donc, ces dossiers de méga-bassines, ils sont toujours verdis et on essaye de faire croire qu'il y aurait des améliorations en termes des pratiques agro-industrielles, mais tout au contraire, ce qu'on dénonce, c'est qu'elles viennent ancrer sur le long terme une agriculture dont il serait urgent qu'elle soit modifiée, qu'elle tourne définitivement le dos des pesticides, qu'elle réhabilite les paysages. Et c'est en ça où les scientifiques comme Magali Reguezazi parlent d'une maladaptation. En fait, c'est un pansement sur un système qui devrait changer urgemment. Tu disais il y a un système qui doit être repensé, c'est évidemment le modèle intensif de l'agriculture, c'est ça? Bien sûr. Et là, quand on voit des projets aussi chers, avec autant d'argent public, on parle là pour 16 bassines maintenant de 76 millions d'euros, et avec, si c'est au prorata de 70%, près de 50 millions d'euros qui viennent financer ça,
on se dit mais à quoi bon donner tout cet argent à ceux qui aujourd'hui, pour la moitié des irrigants connectés aux bassines, sont des systèmes qui n'ont pas besoin de ça en fait, qui sont déjà très très riches, céréales, etc., et qui en plus pratiquent la pire des agricultures. Et comment justifier que les gens justement qui ne sont pas irrigants, qui se sont déjà affranchis de ces systèmes-là, qui sont vers des systèmes plus résilients, ne bénéficient pas de la même aide. C'est en ça où nous on réclame depuis le début un projet de territoire global, de dire la gestion de l'eau, c'est pas la gestion de l'irrigation. La gestion de l'eau, c'est la gestion de toute l'eau, de l'eau potable, de l'eau pour les milieux naturels et de l'eau économique. Et en plus, c'est dans cet ordre-là, au niveau de la loi. Et aujourd'hui, on a des trucs qui s'appellent PTGE, projet de territoire et de gestion de l'eau, où en fait, quand on regarde un petit peu le tour des acteurs de ces trucs-là, il y a toujours une surreprésentation du lobby agricole, comme si la question de l'eau n'était qu'une question agricole, alors qu'en fait, c'est justement aujourd'hui l'agriculture, cette agriculture-là, je précise bien, hein, pas tous les agriculteurs, ceux qui sont porteurs de cette agro-industrie, qui sont à la fois les plus gros pollueurs et qui font qu'il est de plus en plus dur de décontaminer une eau pour la rendre potable, et qui vont bénéficier de la plus grande part des financements publics, notamment des financements de l'Agence de l'eau. En fait, il y avait un principe en France qui était censé s'appliquer, qui est le pollueur-payeur, et ici, dans ce dossier-là, on a vraiment le sentiment que c'est l'inverse, c'est le pollueur-payé, avec une espèce de chantage à la biodiversité, de chantage à on va changer de système, mais si on est payé, si on nous file la flotte, quoi. L'agriculture intensive, selon Le Monde, ne représente que 5% de la superficie de la ferme France. C'est le cas ou pas? Parce que si c'est que 5%... Ah, Julien Fénon. 5%, ou 6% plus précisément, c'est la part de la SAU, surface agricole utile, qui est irriguée. Voilà. Et à peu près 10% de la population agricole chez nous qui sont irrigants. Voilà. J'avais l'impression que tu disais que 5% c'était la part de l'agro-industrie. Oui, enfin, le modèle intensif ne représente que 5% de la superficie de la ferme France. C'est ce que Le Monde disait il y a quelques jours, non ? C'est pour avoir une idée de l'échelle, c'est-à-dire ces transformations, pour le dire comme ça, ces transformations qui sont imposées par ce système, si c'est pour bénéficier finalement à une infime minorité, c'est encore plus cruel, je trouve. C'est ça que je voulais savoir. Oui, mais je crois qu'il y a une confusion quand même, hein, je redis. 6%, c'est la part des terrains qui sont irrigués. La part qui est cultivée de la SAU en agro-industrie, c'est beaucoup plus. C'est ça, il suffit de traverser la Beauce, il suffit de traverser la Nouvelle-Aquitaine. Non. J'ai pas le chiffre précis. La part aujourd'hui consacrée à l'agriculture paysanne, donc on va dire les petits maraîchers, les gens qui sont sur des systèmes en toute herbe, qui font de la vache sans ensilage de maïs, etc. Je ne vais pas annoncer de chiffres, mais c'est bien moins que ça. Non, c'est plutôt au doigt mouillé 90% de la SAU qui est de l'agriculture intensive, et s'il reste 10% d'agriculture paysanne, mais bon, le monde aura l'occasion de recorriger. Qui a eu cette idée de méga-bassine, demande Aonim? Je vais y aller, Anne-Morwen, si tu veux, là-dessus, ouais. Alors, je ne sais pas quel est le technicien ou l'ingénieur génial qui a créé un système consistant à vider les nappes phréatiques en les pompant avec beaucoup d'énergie pour les mettre dans une bâche plastique et les laisser s'évaporer et pourrir. En fait, c'est vraiment pas l'idée du siècle sur un plan hydrobiologique et hydrologique de manière générale. Sur à quoi je peux répondre, c'est qui en a fait la promotion et qui aujourd'hui est le grand pèlerin des bassines à travers la France. C'est un organisme assez bizarre sur lequel j'invite les camarades internautes à aller se renseigner, qui s'appelle la Compagnie d'aménagement et des coteaux de Gascogne, qui a déjà été tristement célèbre dans l'histoire de France, puisque c'est elle qui était à l'origine du barrage de Sivins, lui aussi tristement célèbre, puisqu'il ça aboutit sur la mort d'un camarade militant, Rémi Fraisse. La CACG, Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, c'est un organisme d'économie mixte dans lequel siègent des conseillers généraux, des conseillers régionaux et les banques comme le Crédit Agricole ou la Caisse d'épargne ou la Caisse des dépôts, et dont l'objet statutaire depuis les années 50 est de développer l'irrigation dans le sud-ouest de la France. Et c'est eux qui sont venus il y a une vingtaine d'années, notamment en Sud-Vendée, faire le tour des popotes, rencontrer tous les élus du coin,
les chambres d'agriculture, les syndicats d'irrigants et les gens du parc du Marais Poitevin également, et tous les élus, pour leur dire on a une solution miracle pour continuer à irriguer le maïs comme on faisait jusqu'à maintenant sans qu'il assèche le marais, stocker l'eau en hiver pour l'utiliser en été. C'était ça le principe de réserve de substitution. Sauf que ce qu'ils avaient oublié de dire aux porteurs du projet, aux potentiels porteurs de projets locaux qui cherchaient, c'est que techniquement ça ne marcherait pas. Parce que par exemple dans le Sud-Vendée, aujourd'hui on a des bassines qui sont pourries de cyanobactéries et qui ont des problèmes d'écoulement parce qu'il y a des algues dans les tuyaux, etc. Et puis que les bâches au bout de 10 ans, à être un régime, à être au soleil, dans l'eau, etc., elles craquellent. Et la CACG a été très très loin dans le montage des dossiers. On la retrouve dans le dossier de la COP de l'eau. C'est elle qui accompagne la COP de l'eau dans toutes les recherches de financement, dans la rédaction des études, des appels d'offres, etc. Tout le volet technique du portage de projet. Et puis sur la Vendée, c'est encore pire. Aujourd'hui, ce sont eux les marchands d'eau. C'est un syndicat mixte Vendée-Sèvres-Otise qui est propriétaire des ouvrages, des 26 ouvrages du Sud-Vendée. Mais c'est la CACG qui fait les relevés, qui envoie les factures aux irrigants, etc. quoi. Mais ça date de quand précisément? Il y a dans le chat quelqu'un, j'essaie de retrouver son nom, qui dit qu'il y a 15 ans déjà, il travaillait pour une société qui s'appelait Bec Frères, visiblement, qu'il posait des bâches pour déjà des bassines d'importance. J'essaie de retrouver son Ratax, voilà. J'ai bossé pour l'entreprise Bec Frères sur une bassine en sud. C'était il y a 15 ans, voilà. Ouais, absolument. D'ailleurs, ça a fait l'objet d'un documentaire qu'on peut toujours retrouver sur Vimeo qui s'appelle Pour quelques grains d'or et qui a été réalisé par Fabien Mazzocco et David Briffaut, qui sont deux camarades qui sont encore à nos côtés dans la lutte. Et ça retrace l'histoire des premières bassines du Sud-Vendée, de la rivière Otise, où on avait à l'époque, donc il y a 15 ans exactement, essayé de stopper d'emblée ces projets-là. Et à l'époque, on n'avait pas du tout réussi à mobiliser comme aujourd'hui. Et donc, en effet, les premières bassines, elles sont bien apparues dans le Sud-Vendée, comme le dit la personne là. Et d'ailleurs, on serait très très preneur de le rencontrer, parce qu'il y a certainement des éléments techniques et des histoires à raconter. Et puis également dans le nord de la Charente-Maritime. Ces projets dits de réserve de substitution, ils apparaissent pour la première fois dans un document signé de l'État qui s'appelle le rapport Rousset et qui avait été rédigé au début en 99, si ma mémoire est bonne, et qui était un plan destiné à l'Europe pour qu'une condamnation pour l'État français ne soit pas appliquée. Je refais vite fait, dans les années 90, des associations ont porté plainte contre l'Europe, contre la France, pour non-respect des directives oiseaux et habitat. En fait, l'État et les collectivités locales accompagnaient des logiques de drainage et de destruction du Marais Poitevin, alors qu'en même temps, il y avait un PNR qui existait et c'était les mêmes élus locaux qui y siégeaient. Et notamment, il y avait 35 000 hectares de prairies naturelles humides fondamentales pour la reproduction des oiseaux et la migration des oiseaux qui avaient été mises en culture de maïs notamment. Et la France, pour que la peine ne soit pas appliquée, avait dû présenter un plan auprès de l'Europe montrant qu'ils avaient compris l'enjeu du Marais Poitevin. Et c'est ça qui est fou, c'est que c'est dans ce rapport-là que pour la première fois, on parle de réserve de substitution. Et déjà, à l'époque, ils imaginaient la construction de 40 méga-bassines sur le pourtour, sur le bassin versant du Marais Poitevin. Et ils y sont presque, puisqu'aujourd'hui, il y en a une quarantaine. Et finalement, on peut s'apercevoir que la promesse, elle n'est pas tenue. Le fait de stocker de l'eau en hiver ne résout pas le problème des assecs hivernaux et estivaux dans le Marais Poitevin, notamment parce qu'en fait, de substitution, il n'en est pas question. En fait, ce qu'ils avaient expliqué aux élus, de dire le mètre cube qu'on prenait en été, on le prendra en hiver et les rivières iront mieux, ça ne marche pas parce que systématiquement, il y a une arnaque au volume. Systématiquement, quand on cumule les volumes stockés dans les bassines, plus les volumes qui continuent à être puisés dans les nappes phréatiques l'été, on augmente de 30 à 50% le volume consacré à l'irrigation, alors que depuis les années 80, on était déjà dans une situation de surirrigation qui faisait les assecs récurrents chaque année. J'ai retrouvé le message de Ratax, donc à qui tu envoies un petit message de bienvenue. J'ai bossé pour l'entreprise Bec Frères sur une bassine en Sud-Vendée en tant qu'intérimaire à dérouler du plastique du haut des talus. C'était il y a 15 ans déjà et c'était immense. Voilà. Mais bon, après, vous faites votre tambouille entre vous. Bon, Anne, depuis que le garçon est arrivé, on ne t'entend plus.
C'est incroyable. Alors évidemment, Non mais c'est Jules, ça, on peut pas l'arrêter dès qu'il commence à parler, on peut pas l'arrêter. Évidemment. Et en plus, comme c'est assez cohérent, riche et fourni, et puis bien souvent sûr, drôle. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Mais voilà. Bon, mon rôle est de veiller quand même à la distribution de parole, si tu veux. Sinon, bon, voilà. Les méga bassines, c'est que par chez vous, les amis, ou ça se passe partout en France et en Navarre? Non, l'idée c'est que ça se généralise quand même un peu partout. On a l'impression. Il y a un projet de bassine. Alors il y a d'autres bassines en Charente. Il y en a déjà dans la Vienne, dans le bassin du Clin vers Poitiers. Il y a un projet de bassine dans le Berry. Il y a d'autres projets de bassines en Charente. Il y en a dans l'Allier avec les méga giga bassines de Limagrin. Et puis après c'est un modèle qui pas forcément que pour l'irrigation, mais on a l'équivalent des bassines pour l'enneigement à la Clusaz. Voilà, on a plein de projets de ce genre qui se développent, et pas que les méga bassines. En fait, on a là du coup dans tout le cycle de l'eau, j'ai l'impression qu'on a une gestion. Le gouvernement essaie de compartimentaliser énormément tous les bassins versants. Et comme ils ont l'impression qu'on peut se servir de toute l'eau qui nous tombe sur la tête, ils se disent si vous avez 800 mm de pluie qui vous tombe dans votre coin, vous devez pouvoir utiliser les 800 mm et les gérer juste sur votre unité administrative en fait. Et c'est ça un peu tout leur plan, recycler le pipi pour qu'on le reboive directement dans les villes. Ça part de la même logique en fait. Voilà, donc c'est pas seulement les méga bassines qui se répandent nationalement, c'est tout un modèle de chaque ville, chaque commune ou quoi doit se gérer son eau et couper toute la solidarité amont-aval qu'on trouve normalement dans les bassins versants ou à travers les exploitations de nappes, etc. Est-ce que ce qui vous pose problème, c'est le dispositif même ou son étendue? Je m'explique, plus exactement, je m'appuie sur Foi Jaune qui vous demande: est-ce que faire des mini-bassines pour chaque exploitation pose le même problème? Quelqu'un d'autre dit: moi, à côté de chez moi, chaque agriculteur a un étang. Est-ce que ça pose un problème? Alors, quelque part, oui, ça pose un problème en fait. Évidemment qu'individuellement, chaque petite retenue ou chaque petit étang n'est pas problématique en soi, mais quand on a des petites structures, en fait, c'est le fait qu'on va en avoir des tonnes. Donc, on va quand même pomper beaucoup pour les remplir, et puis on va avoir des surfaces d'eau qui vont s'évaporer plus rapidement, et ça, la surévaporation des plans d'eau, c'est quelque chose qui est assez problématique, et surtout dans la perspective du réchauffement climatique, cette évaporation, elle va augmenter énormément. Donc en fait, stocker de l'eau à la surface, c'est globalement pas une bonne idée quand on peut la stocker en profondeur, quand on peut la garder stockée en profondeur. Si on regarde juste ça en termes d'hydrologie et de cycle de l'eau. Évidemment, si on regarde ça en termes de rendement, de s'assurer, quand ils disent on veut sécuriser la ressource en eau, en fait, ce qu'ils veulent sécuriser, c'est leur ressource en eau en été. Voilà, tout l'intérêt des retenues, principalement, je dirais, c'est qu'une fois que l'eau tant qu'elle est dans la nappe, c'est un bien commun de la nation, elle appartient à tout le monde. Quand elle est dans la bassine, elle appartient à quelques-uns. Et au moins, ceux-là sont sûrs d'avoir de l'eau en été, en fait. Donc, faire des petites retenues, alors évidemment, plus elles sont grosses, pire c'est, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais généraliser ce mode de gestion, de stockage en surface, où chacun se stocke son eau, c'est problématique, quand même. Julien qui a levé le doigt. Oui. Il y a vraiment au niveau des méga-bassines et des bassines, comme on les qualifie, un vrai problème. Prendre une réserve, la nappe, pour la mettre à la surface, c'est stupide. Après, au niveau de BNM, on ménage un peu le propos en disant qu'on n'est pas contre tout système d'irrigation et on n'est pas non plus contre tout système de réserve. Et si on regarde à travers l'histoire du monde, il y a eu tout un tas de systèmes hydrologiques qui ont été construits et qui ont permis des développements de population. Et vraiment un fondamental, c'est sur la provenance de l'eau. L'eau des nappes phréatiques, elle doit être priorisée sur l'eau potable et la recharge des milieux. C'est une réserve commune, comme le disait Anne Morwen. Après, des petits systèmes, comme on a chez des copains, des camarades de la Confédération paysanne, qui font de la récupération de toitures de bâtiments agricoles et de serres pour collecter 2000 m3 pour assurer une saison de légumes, on y est moins allergique en réalité. L'eau de ruissellement, en fait, de manière générale,
dans le cycle de l'eau aujourd'hui, il faut ralentir le cycle de l'eau. On a eu des politiques d'aménagement du territoire, de simplification des paysages, qui font que maintenant, quand la goutte d'eau tombe à la source ou sur le bassin versant, elle va arriver très très vite à la mer, parce qu'on a drainé les sols, parce qu'on a supprimé les zones humides, parce qu'on a coupé les méandres des rivières, parce qu'on a supprimé les haies. Eh bien, de manière générale, il faut restructurer et les sols et le paysage pour aller vers un écoulement le plus lent jusqu'à l'océan. Donc voilà, c'est juste pour dire. Après, également, en termes de typologie, nous on parle de méga-bassines pour des ouvrages qui font plus de 100 000 mètres cubes et ou plus d'1 hectare. Ça ne veut pas dire que les petites bassines sont pas problématiques. Et d'ailleurs, sur ce genre de projet, dans tout projet, en fait, les porteurs de projets, des fois, font de la découpe, du saucissonnage de projets, pour que localement, l'évaluation des impacts, ça montre que ça donne pas grand-chose, et on prend jamais en considération l'ensemble des constructions, et pourtant, c'est bien l'ensemble qui impacte sur le cycle de l'eau. C'est un peu la même problématique que sur les retenues ou les barrages. Un barrage individuel dans un fond de montagne peut ne pas poser grand problème. La succession de ces barrages vont modifier en profondeur l'écologie de cette rivière, notamment par exemple à travers le fait que comme l'eau stagne, elle va se réchauffer et en se réchauffant, elle va se dégrader et être moins favorable à la biodiversité. Question du chat. J'ai vu qu'il voulait alimenter artificiellement les nappes phréatiques. Êtes-vous au courant? C'est Cook54 qui vous pose cette question-là. C'est un projet, c'est même plus qu'un projet, je crois, dans certaines régions du monde, de prendre l'eau de surface pour l'injecter, un peu comme on fait de la fracturation hydraulique pour les gaz de schiste, pour l'injecter directement dans la nappe pour aider la recharge de la nappe, en fait. Donc oui, c'est quelque chose qui est, sur lequel il y a de la recherche, hein, clairement. Alimenter justement comme au lieu de réaménager entièrement le paysage, eh ben ils vont chercher plutôt à alimenter les nappes de manière artificielle en fait. Voilà. Et alors que oui, pour rebondir un peu juste sur ce que disait Julien juste avant, voilà, oui, moi c'est pas le principe d'une petite retenue en elle-même qui me dérange, c'est cette généralisation, une espèce de systématisation de ce mode de gestion, alors qu'on a toute une réflexion à faire sur renaturer les paysages et les rendre à nouveau plus vivants pour faire ce stockage naturellement en profondeur. Il y a pas mal de gens dans le chat. Oui, Julien, tu prends la parole quand tu veux. Juste, voilà, qui par exemple, il y a Melon qui dit un agriculteur de chez moi, un petit étang naturel qu'il a laissé boiser et dont il n'a pas condamné l'accès pour laisser la faune y accéder. Ce n'est pas le cas des bassines artificielles, c'est de la privatisation d'un bien commun au monde vivant. Voilà, ça résume un petit peu ce qui. Voilà, Julien. Bon. Oui, cette question de recharge artificielle des nappes en créant des fracturations, etc. Ce qui est très inquiétant, c'est ça règle un problème de quantité d'eau, mais ça va de fait avec une dégradation de la qualité, parce que quand on ce qui fait la qualité d'une eau de nappe phréatique, c'est qu'elle filtre, c'est qu'elle s'infiltre lentement, et parce que aussi en surface, il y a des sols qui vont faire une partie de cette épuration de l'eau. Et le fait de faire des siphons pour finalement se dire il y a déjà une infrastructure naturelle qu'on peut remplir, à la limite, parce qu'il y a une autre logique en ce moment et qui semble être la deuxième corde à l'arc de la gestion de l'eau visionnaire de Macron et de sa bande, c'est le reuse, c'est le fait d'utiliser les eaux usées, les eaux des stations d'épuration. Donc les deux cumulés, en fait, on peut imaginer que là où il y aura une nappe phréatique qui jusqu'à maintenant était servée à l'eau potable, on viendrait la remplir avec de l'eau de station d'épuration. Et vous voyez un petit peu le genre de délire. Hein. Ça pose un vrai problème de qualité de l'eau des nappes phréatiques. Ouais, surtout que depuis quelques années, on sait qu'on a des films bactériens qui peuvent se développer en profondeur. Et du coup, si on injecte directement l'eau de surface en profondeur, on va favoriser énormément ces films bactériens, quoi. Donc, on risque de contaminer vraiment beaucoup plus les nappes. Ouais. Durdonov vous demande, avant la mise en place de ces bassines, y avait-il des études? Sinon, comment est-il, puisque je crois que vous avez expliqué qu'il n'y avait pas vraiment eu d'études d'impact, sinon comment est-il possible qu'elles aient pu être mises en place? Alors, moi, dans ce qu'on a trouvé, il y a eu donc ce rapport du BRGM qui n'est pas une étude d'impact puisque ne regarde
qu'à peine les impacts possibles. On a eu une étude avec des tests de pompage, c'est-à-dire que sur chaque forage, on va faire des tests pendant 3 jours, on prélève au débit maximum et on va voir jusqu'où, en fait, quand on prélève dans une nappe, on assèche localement, le niveau de la nappe va diminuer au niveau du forage et va revenir à la normale en s'éloignant du forage. Et donc on teste, on prélève pendant 3 jours et on regarde si dans le ruisseau à 500 mètres le niveau diminue, si dans le forage, à côté le niveau diminue. Et on a déjà en fait ce rapport-là, il n'a pas été grandement communiqué. Mais on a déjà, avec quelques très simples tests de pompage, la preuve qu'on va avoir un impact sur le marais Poitevin, sur les zones humides, sur des tourbières qui sont vraiment des réserves naturelles d'eau. Là, on a de la méga bassine à foison enterrée en fait dans le fond de vallée du marais Poitevin. Et ça, on sait déjà que ça va. Le remplissage en hiver va assécher ces zones humides. C'est notamment certaines tourbières qui fonctionnent comme des éponges qui retiennent énormément d'eau, et c'est elles qui alimentent en été, qui alimentent les cours d'eau en relâchant petit à petit leur eau. Et elles, à chaque fois qu'on les assèche, on va les minéraliser, les saliniser, donc on détruit un peu leur potentiel hydrologique. Et là, on sait qu'on va les assécher une nouvelle fois, non seulement l'été, mais en plus pendant 2 mois l'hiver. Et ça, celui-là, par exemple, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont communiqué dessus. Et c'est à peu près la seule étude d'impact vraiment globale qu'on ait. Il y a eu des choses sur l'eutrophisation, le développement d'algues et de cyanobactéries dans les bassines, parce que ça, c'est un gros problème, comme disait Julien tout à l'heure. Un des problèmes de faire remonter l'eau depuis la profondeur jusqu'en surface, c'est qu'on va l'exposer à la lumière, elle va se réchauffer et on va avoir des bactéries et des algues qui peuvent se développer. Alors ça embête beaucoup les exploitants parce que ça fait du biofilm, un truc un peu gluant qui va boucher les tuyaux, réduire le débit des pompes, etc. Nous, ça nous embête parce que, en fait, quand il y a des cyanobactéries dans l'eau, on peut plus s'en servir. Elle est vraiment toxique, elle est mortelle, en fait. Et ça, on n'a pas vraiment d'études d'impact là-dessus. Qu'est-ce que ça fait si jamais on a des centaines de milliers de mètres cubes intoxiqués? Ils savent la traiter, mais avoir un vrai protocole sûr et pour éviter la prolifération et pour la traiter, ça, on n'a aucune vraie étude dessus. Donc. Je vais avoir une réponse plus politique, parce que la question qui est posée, elle est vraiment très pertinente. Qu'est-ce qui fait qu'en défaut d'un certain nombre d'études fondamentales, voire même inexistantes, qui déclenchent pour le coup des recours au tribunal administratif? Je rappelle que le projet des 16 bassines est sous le coup d'une décision du tribunal administratif de Poitiers et d'un appel à Bordeaux qui doit tomber le 28 mars. Et je rappelle également qu'à chaque fois que des procès sur les bassines vont au TA, toujours les associations de protection de la nature gagnent, notamment de par l'insuffisance des études d'impact sur les effets hivernaux sur les milieux aquatiques. 90% des jugements vont dans ce sens-là. Et qu'est-ce qui fait que, pour le coup, on a une Elisabeth Borne qui ment devant le Sénat en disant que ces projets, les recours sont épuisés. C'est insupportable d'entendre un Premier ministre qui, en connaissance de cause, vient défendre un projet indéfendable et mentir devant des élus de la République. Forcément que ça génère de la colère, ce genre de comportement. Et donc, par extension, qu'est-ce qui fait qu'un projet aussi fragile, avec autant d'opposition argumentée, avec une opposition de terrain, avec une opposition juridique, avec une opposition politique solide, qu'est-ce qui fait qu'en dépit de ça, on a un gouvernement Macron qui préfère envoyer ses chiens de garde, balancer des bombes lacrymo, des encerclements sur des familles, des papis, des mamies, etc. Ça, c'est une vraie question de fond. Ça s'appelle la Macronie. Ça va de pair avec la manière dont Macron et sa bande traitent le mouvement social. Macron pense qu'à coup d'armes, et ça annonce quand même des lendemains qui déchantent, on est en train de toucher des formes de totalitarisme et d'autoritarisme inquiétants, qu'on peut juguler la colère populaire à grands coups de lacrymo. Et au service de quoi? La vraie question qu'on peut aussi poser, qu'on peut se poser, c'est à qui profite le crime? Parce qu'en réalité, soyons lucides, c'est pas forcément les exploitants eux-mêmes qui vont être les bénéficiaires. Eux, ce qu'ils ont,
Alors, ok, ils disent que d'un côté, ils sécurisent l'eau, mais on voit dans quelle mesure, hein, parce que si dans 10 ans, la bassine elle est percée, elle est pleine de cyanobactéries, en fait, ils auront surtout gagné un gros prêt sur le dos, quoi, un gros investissement. Et entre-temps, qui c'est qui va profiter des plus-values des cultures intensives et industrielles qui vont développer sur ces parcelles? Ben, c'est les potes à Macron. Je rappelle que Macron, il a été condamné, enfin, non, pardon, il n'a pas été condamné. Il y a un pactole de près de 10 millions d'euros dans 2011, si ma mémoire est bonne. On ne sait pas où est-ce qu'il l'a planqué, qui était relatif au fait qu'il était banquier d'affaires pour Rothschild et dans la négociation du rachat de la part alimentation infantile de Nestlé par Nestlé pour Pfizer, si la mémoire est bonne. C'est peut-être pas Pfizer, il faut aller vérifier ça. Ça dit un petit peu le monde de Macron. Ça dit un petit peu les connivences avec ce monde de l'agro-industrie-là. Voilà. Voilà une autre piste de réflexion et à creuser. À qui profite le crime? Et juste pour compléter, dans le rôle de l'État, on a aussi 5 bassines qui, elles, sont construites, qui ont été déclarées illégales. On est arrivé jusqu'au bout du projet, du parcours juridique avec le Conseil d'État qui refuse de statuer sur la dernière possibilité. Donc, elles ont perdu tout leur parcours juridique depuis le premier projet jusqu'à leur construction. Et à chaque fois, la préfecture a signé les autorisations de construire. Donc, on a là le pouvoir exécutif qui va à l'encontre du pouvoir judiciaire pour pouvoir mener son projet à bien, quand même. Voilà, je trouve que juste quand même à ce niveau-là, c'est un exemple assez critique du passage en force de l'exécutif, quoi. Là, aujourd'hui, c'est à qui profite le crime? Est-ce qu'on peut le dire précisément? Qui a des intérêts directs dans l'installation de ces méga-bassines? C'est le BTP, c'est l'agroalimentaire, c'est tout ça, c'est qui? En effet, c'est des marchés énormes. Donc, toutes les boîtes chez nous, Charpentier en ce moment, ou la De Sévrienne qui font tourner les pelleteuses, c'est des marchés à plusieurs millions à chaque fois. Les vendeurs de bâches, évidemment, les vendeurs de tuyauterie, les vendeurs de tout le machinisme agricole qui va avec, évidemment. Les semenciers aujourd'hui, tout à l'heure on a parlé de l'Imagrin, font partie des grands promoteurs et même maintenant des porteurs de projets directement de ces types de projets de méga bassines. Oui, c'est tout un monde et toute une industrie qui se nourrit sur la bête. Il ne faut pas oublier notamment les grosses coopératives, et notamment les grosses coopératives laitières, type Lactalis, qui pressurent des éleveurs qui se retrouvent obligés d'élever des bêtes en stabulation à grands coups de maïs en silage pour pisser du lait qui leur est racheté une poignée de grains, où ils perdent de l'argent, où ils perdent leur vie, leur temps, leur santé. Je pense que les coopératives, d'ailleurs, qu'on retrouve parmi les signataires du protocole des Deux-Sèvres, sont évidemment des bénéficiaires directs, et ça s'inscrit pleinement dans la continuation d'une forme de féodalisation du monde paysan, où les paysans sont plus mais se retrouvent dans des logiques de surendettement et de surproduction pour répondre à ces problématiques de surendettement. Oui, bien sûr, bien sûr. Et oui, Anne? Ouais, moi je voulais préciser parce qu'on a fait quelque chose qui était très intéressant pour moi à faire. On a fait des réunions publiques dans le Marais Poitevin où il y a des irrigants qui sont venus. Et au bout de la deuxième, il y en a certains avec qui on a pu commencer à échanger un petit peu. Et c'est de même en fait que c'est venu le coup du chantage à l'irrigation. C'est-à-dire que de toute façon, ils sont obligés d'adhérer à la COP de l'eau parce que sinon ils perdent leur droit à l'irrigation, même s'ils ont des tout petits volumes. Comme c'est la COP de l'eau qui va gérer au final toutes les autorisations de volume prélevé, voilà, c'est eux-mêmes qui ont sorti le terme de chantage à l'irrigation. Même s'ils sont contre le principe, ils sont obligés d'adhérer au projet et de payer une partie des bassines, en fait. Donc c'est là où on voit qu'ils se retrouvent vraiment, vraiment piégés dans le système. Voilà. Il y a eu le mot magique, me semble-t-il, employé par Julien. Il a parlé de maïs. Si j'ai bien compris, l'agriculture intensive, c'est notamment du maïs qui sert en fait à l'élevage. C'est-à-dire qu'en fait, au bout de la chaîne, c'est pour qu'on mange de la viande. C'est ça ou pas ?
Non, j'ai dit une connerie. Si. Putain, j'ai dit une connerie. Ah non, c'est qu'il a toujours pas de son. Non, mais c'est... Ah, c'est bon. Attendez, je voulais voir si tu voulais y aller, mais... Bah, sur la proportion, c'est là où je suis pas là. D'accord. Okay. Voilà. Aujourd'hui, en France, la culture de maïs, elle représente 40% de la surface agricole irriguée. Et un des gros problèmes de cette plante-là, contrairement à d'autres plantes irriguées ou des plantes non irriguées, c'est qu'elle a son pic de consommation d'eau en juillet-août, au moment où l'eau est la plus rare. Ce qui fait que sur certains bassins versants, on peut arriver où l'irrigation du seul maïs peut représenter jusqu'à 80% de toute l'eau utilisée par la population. Voilà, dans certaines situations, ça peut représenter ça. Donc, ce qui fait que, par exemple, dans le Marais Poitevin, où une bonne partie et des fonds de vallée et des bassins versants sont cultivés en maïs, genre la vallée du Mignon, l'impact du maïs sur le milieu naturel et sur le cycle de l'eau, il est massif. Et ça, c'est récurrent. Là, il peut être utile d'expliquer comment le maïs s'est implanté sur ce territoire. Il s'est d'abord implanté dans le sud-ouest de la France, dans le Pays Basque, qui avait un climat adapté, des structures de sol adaptées, pas mal de pluie, réparties même en été, sur des sols type argileux ou qui retenaient bien la terre. Et en effet, c'est une plante qui a des qualités agronomiques intéressantes en termes de nourrissage de basse-cour, notamment, oui, d'où sûr. Ensuite toute l'économie du foie gras, etc. Et de cette plante, quelques grains d'or, de ces grains d'or, on a voulu les généraliser un peu partout en France, d'autant que dans les années 80, la balance commerciale sur le maïs était déficitaire. Donc c'est la politique agricole commune qui a une politique très incitative et qui a été un tournant pour beaucoup de fermes. Ou pour illustrer très clairement, le début de cette PAC, c'est le début de la PAC attribuée à l'hectare, et selon les productions. Quand on faisait un hectare de prairie, on avait entre 600 et 1200 francs. Je n'ai pas calculé, je n'ai pas fait les conversions en euros, peut-être 90 euros à une centaine d'euros. Quand on était en maïs, on touchait 3500 francs. Ah oui. Et quand on était en maïs irrigué, l'État considérant que vous aviez fait, et l'Europe, vous aviez fait l'effort de l'investissement, c'était 4200 francs l'hectare. Donc tu penses bien que dans ces conditions-là, les jeunes fermiers qui héritaient du troupeau de papa, où il fallait tous les jours aller à la stabule, pas de vacances, etc., toutes les contraintes de l'élevage, avec en face un pont d'or pour retourner les prairies, tu m'étonnes que ça n'a pas traîné. Et finalement, on a hérité de cette situation-là. C'est l'État, parce qu'on dit l'Europe, c'est l'État français qui a décidé d'activer ce levier-là dans la PAC. Voilà. La PAC, c'est une boîte à outils. Ensuite, les États décident d'activer tel ou tel levier, tel ou tel outil. Et qui font la situation actuelle. Il faut être très clair que tant que l'État n'aura pas fait le mea culpa et ne mettra pas en place les choses pour réinverser la tendance, en tout cas, ça dit aussi le levier sur lequel on peut agir. Puisque c'est la finance publique qui a emmené notre agriculture dans le mur, c'est la finance publique qui doit aider à l'en sortir. Et sur les usages du maïs, donc en effet, il y en a une partie, et ça va varier selon les territoires, qui va sur de l'alimentation animale. Donc soit en grains sur de la volaille et du porc, soit sous forme de maïs ensilé, où là tu viens couper la fibre et tu la mets sous des bâches et ça va fermenter. Et ça, c'est ce que tu vas donner notamment aux ruminants censés manger de l'herbe pour les vaches tiers en stabulation. Et alors, il y a des nouveaux usages du maïs qui viennent encore empirer la situation. Aujourd'hui, on plante sur les mêmes territoires où on fait les bassines, on a planté du maïs pour faire tourner des méthaniseurs. Donc là, tu rentres dans une logique où l'alimentation et l'énergie viennent se heurter. Ça vient faire un pont avec toute la problématique de l'agrovoltaïsme, etc. Et où ça aboutit à des situations vraiment ubuesques, où finalement on vient vider une rivière, en l'occurrence le Mignon, pour remplir une bassine. Alors rivière Mignon où les gamins prenaient à nager il y a encore 30 ans, pour remplir une bassine pour faire du maïs, pour aller dans le méthaniseur pour chauffer la piscine communale, pour apprendre à nager. Mais est-ce que c'est pas le symptôme même de cette bataille de l'eau où il y a des intérêts divergents, tu viens de le dire, il y a l'agriculture, c'est notre nourriture, et puis il y a l'énergie, et puis et est-ce que c'est pas ça en fait ce sur quoi vous mettez le doigt?
C'est pas, si je peux me permettre, une première. C'est pas tant. En fait, le conflit des usages qui arrive. Le problème, il est sur le fait qu'on prélève trop. On s'est toujours dit en France, on a énormément d'eau, on s'en fiche de savoir combien on prélève. On a imaginé qu'on aurait de l'eau éternellement à profusion. Et là, d'un seul coup, entre le fait que même sans le réchauffement climatique, on a atteint les limites du système, dans des nappes comme la Beauce ou dans le Marais Poitevin, on prélève à peu près l'ensemble de ce qu'on peut prélever à l'année. Donc à chaque année, on finit à zéro. Et il faut être sûr, on compte sur le fait qu'on va se recharger les nappes chaque hiver. On voit bien depuis 2 hivers qu'on a un problème de recharge de la nappe. Avec le réchauffement climatique, on sait que ça va être de plus en plus aléatoire, qu'on va avoir des sécheresses plus intenses, plus longues, plus fréquentes et pluriannuelles. Et en fait, c'est ce conflit des usages, il vient du fait que on s'est toujours dit c'est open bar en fait. Il y a quelque chose que oui, je voulais revenir dessus tout à l'heure parce que tout cet argent public des bassines, moi quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, j'ai regardé les données sur les nappes d'eau et sur les cours d'eau en France et on est pauvre. On a un réseau de mesure des cours d'eau et des nappes qui est bien trop faible en fait et qui est pas suivi dans le temps, qui est fait de manière assez mauvaise. Et donc, en fait, tout ça, il faudrait mettre cet argent public. Par manque de moyens, par volonté. Par manque de moyens, bien évidemment. Enfin, de volonté, donc de moyens, quoi. Oui, on a des stations de mesure des cours d'eau. Alors, il y en a plein qui ont été enlevées. Météo France, l'année dernière, a enlevé des tonnes de stations pluviométriques. Mais pourquoi ? On sait que les précipitations vont être plus aléatoires, plus massives et localisées. Mais non, on enlève la plupart des stations pluviométriques. On connaît pas le système hydrogéologique. On s'est toujours dit, on s'en fout, on prend, il y aura toujours de l'eau. Et aujourd'hui, on arrive à un moment où, non, en fait, on prélève beaucoup trop. Et en plus, on a un problème de rentrée, on a un problème que les précipitations sont plus aussi sûres que jusqu'ici, en fait. Donc là, on va arriver à l'été 2023 très probablement à vraiment des grosses situations de crise où il va falloir décider, et ça s'est déjà passé l'été dernier, il va falloir décider est-ce qu'on alimente une ville en eau ou est-ce qu'on arrose les champs. Et ça, c'est là où arrive le conflit des usages. Les méga-bassines sont-elles aussi développées dans d'autres pays ? Demande le chat. Alors, certains évoquent déjà le Chili. Mais est-ce qu'il y a d'autres pays qui utilisent cette technologie ? Il y a l'Espagne aussi, voilà, dans les grandes plaines agricoles. Et au Chili, oui, ça fait une 30aine d'années et on a un recul en montrant justement que ça a eu tendance à augmenter les prélèvements. En fait, partout, on fait des retenues, on fait du stockage. On dit qu'on va diminuer les prélèvements, puis en fait, on continue de les augmenter. Donc, c'est ce qui s'est passé par là et ça a continué d'appauvrir le système, de le détruire, quoi. J'ai même vu des méga-bassines dans un reportage en Allemagne, et on sait que de manière générale, il y a une véritable attention à ce qui se passe chez nous. Le Marais Poitevin, depuis le début, on sait, est un territoire expérimental d'application des bassines avant généralisation à l'ensemble du territoire national. D'où l'importance de notre lutte et tout le fait qu'aujourd'hui, on ait un tel afflux de soutien. Les gens ont bien compris qu'il fallait soigner ce cancer à la base. Mais on sait également qu'il y a un certain nombre de pays, notamment du nord de l'Europe, qui lorgnent ce qui se passe chez nous, parce qu'ils savent qu'ils vont se confronter aux mêmes évolutions du réchauffement climatique, et où ils se disent, si ça passe ici, why not chez nous, quoi, hein, donc ça renforce encore plus notre détermination. Et c'est ce qui explique aussi que la mobilisation là, qui arrive les 25-26, elle va aussi recevoir un soutien international. On a tout un tas de camarades qui arrivent de tous les pays limitrophes de la France, parce qu'il y a des logiques prédatrices de l'eau du même type qui sont à l'œuvre et déclinées sous différentes techniques, mais qui reviennent toujours au même. Prendre l'eau qui est à tout le monde pour la mettre dans un trou, pour dire celle-là, maintenant, elle est à nous, elle est seulement à nous. C'est ça.
On va venir, Julien, à la lutte, à ce que vous organisez et à ce qui s'abat sur toi particulièrement dans quelques instants. Mais il y a encore quelques questions sur la partie environnementale, si vous avez un peu de temps l'un et l'autre. Une question pointue, là, visiblement, vous avez envoyé des gens de chez vous, quoi. Bouton Bâtard. Bon, que je salue, je ne le connais pas. Bouton Bâtard, bon, très bien. En parlant de la pertinence et de l'approfondissement d'études amont, pouvez-vous nous parler de l'expérience des bassines de Vivonne ou Vivonne? Oh, ça sent la question téléguidée là, hein. Mais c'est bien, allez hop, on y va. Vas-y. Les moutons bâtards. Les bassines de Vivonne sont 2 bassines qui ont été construites en 2000, début des années 2000. Et quand ils ont voulu les mettre en eau, il y en a une ils ont voulu mettre la première en eau. Et il y a un gouffre, une énorme fissure qui s'est ouverte au fond de la bassine sous le poids des tonnes d'eau sur la bâche. Et donc la bâche a explosé, ça a mis du plastique partout et l'eau s'est engouffrée dans ce gouffre. Et du coup, ils ont abandonné les bassines. Les 2 bassines. En fait, ils n'avaient pas vraiment fait d'études géologiques ou de sondage avant pour savoir s'il y avait des cavités en dessous. C'est une région où on a énormément ce qu'on appelle les karstes, donc des cavités avec des conduits. C'est là où vont les spéléologues typiquement. Et ils n'avaient pas vraiment regardé s'il y en avait juste en dessous de la bassine. Et donc, quand ils ont creusé et puis chargé la chose, la bassine s'est vidée entièrement. Et l'exemple des bassines de Vivonne est assez est très parlant. Moi, je le cite souvent en fait, parce que 15-20 ans après, on n'a toujours pas de végétation à l'intérieur. Elles ont été abandonnées. Le sol, il est à nu. Enfin, la roche était à nu. Et du coup, on a des mousses, des petits arbustes qui arrivent à pousser depuis, mais on n'a pas eu, alors que le terrain il est sauvage depuis 20 ans, on n'a pas eu une recolonisation naturelle comme on l'aurait eu si on avait gardé un sol en fait. Et du coup, elle nous montre bien non seulement il y a tous ces problèmes sur l'eau, mais on doit aussi avoir une espèce de sobriété sur les sols, arrêter d'artificialiser les sols. Et là, on voit bien qu'on les détruit pour des décennies sur un pari assez hasardeux, quoi. Est-ce que sur la question écologique, il y a des points saillants, des points importants que nous n'avons pas évoqués? On a fait la qualité de l'eau, l'évaporation, les étiages hivernaux. L'impact sur la biodiversité. Peut-être en remettre une couche, parce que ça montre encore la grande fragilité et de ces projets et le non-sérieux de la prise en compte des enjeux biologiques. Je parlais tout à l'heure de l'outarde canepetière. C'est vraiment une espèce au bord de l'extinction, au point où elle fait l'objet d'un plan national d'action. Et normalement, il y a une procédure dès qu'on est sur des zones à outarde canepetière et qu'il y a, donc a priori, le PNA qui doit s'appliquer. Les porteurs de projets doivent demander un avis au Conseil national de la protection de la nature. Et c'est pas qu'un avis consultatif. On sait que spécifiquement sur ce dossier-là, le CNPN n'a pas été consulté. D'ailleurs, il est question qu'ils s'autosaisissent du dossier. On est vraiment sur les derniers bastions d'une espèce qui concerne quelques centaines de mâles chanteurs. Voilà. Je réinsiste sur le côté biodiversité, parce que c'est un des éléments qui nous motive fort. On est à proximité de la 2e zone humide de France. Et c'est pas simplement une question nationale, en fait. C'est que ce marais poitevin, si on supprime et qu'on continue à supprimer tous les marais littoraux de la côte atlantique, en fait, c'est la migration des oiseaux en Europe qui est remise en cause. C'est un enjeu international. Alors, avant de faire l'émission, j'ai contacté un vieil ami à moi, je pense que son nom vous dit quelque chose, Marc Lémé. Ça vous dit quelque chose, Marc Lémé, ou pas? Ah, je me doutais. Marc Lémé. Bon, alors, Marc Lémé, ça a été mon chef à l'autre journal dans une autre temps, quoi. Où l'eau coulait à flot. Bon, bref. Donc, c'est il y a longtemps. Marc, depuis 20 ans, je comprenais pas pourquoi il y a 20 ans, il s'est mis à s'intéresser à la flotte. D'abord, aux grandes compagnies de flotte qui privatisent la flotte, etc. Il tient un blog sur le monde diplomatique qui s'appelle Carnet d'eau, et il a aussi un autre blog qui s'appelle Les eaux glacées. Il fait un travail formidable, et il a des questions pour vous. Alors pour Anne, les professionnels, c'est sérieux. Les professionnels de la profession, entre guillemets, sont-ils convaincus par le tout bassine ou coincés par leur statut? Oh là, alors. C'est Marc Lémé. C'est tout de suite.
Alors déjà, qu'est-ce qu'on appelle les professionnels de la profession? Parce que est-ce que c'est les universitaires professionnels de la recherche en hydrologie ou est-ce que c'est les bureaux d'études et je pense constructeurs je pense que c'est plutôt les bureaux d'études et tout ça, je pense. Hein. Ouais, alors là, je dirais qu'il n'y a pas moi, je connais pas trop l'univers des bureaux d'études. On a le BRGM qui a quand même un peu choisi son camp, mine de rien. D'un autre côté, on a dans la Vienne, on a une étude scientifique qui est en train d'essayer de sortir, parce qu'on a aussi un projet de 30 bassines. Et du coup, ils doivent faire avant un projet de bassine des études qui s'appellent hydrologie, milieu, usage, climat, qu'on appelle entre nous HMUC, pour faire un bilan, un état des lieux des ressources en eau, des usages, et de savoir comment on pourrait atteindre ce qu'ils appellent le bon état des cours d'eau, c'est-à-dire d'avoir des rivières qui coulent en été, quoi. Et cette étude HMUC, elle a été réalisée par le groupe Suez, donc qui est un bureau d'études et qu'on peut pas trop taxer d'écolo-gauchisme. Et ça c'est nouveau, l'écolo-gauchisme. Oui, c'est bien, voilà. Écolo-gauchisme. C'est la réponse à l'écoterrorisme, peut-être. Voilà, c'est ça, voilà. C'est comme ça que je l'appelle désormais. Ouais, j'aime bien. Et cette étude est défavorable aux bassines. Et du coup, l'institution qui portait le PTB qui va gérer l'eau, etc., dans la région, s'est prononcé défavorablement à propos de ces bassines, dans la Vienne, sur la base de cette étude. Cette étude qui, petite parenthèse, est bloquée par le département de la Vienne, par la préfecture de la Vienne et la commission locale de l'eau, donc par des politiques qui ne sont pas satisfaits de l'étude parce qu'ils trouvent qu'il y a trop d'impact socio-économique. Le groupe Suez dit qu'il faut diminuer les prélèvements énormément et que donc les bassines ne sont pas viables. Et le département dit votre étude scientifique est mauvaise parce que ça va faire s'effondrer le modèle agricole. Donc en fait, dans le milieu des professionnels, il y a un peu du pour et du contre. Il y a les gens qui sont partisans d'une géo-ingénierie, qui pensent qu'on va le technosolutionnisme, etc., qu'on peut gérer les stocks d'eau à l'échelle du cycle de l'eau nous-mêmes de manière très bien. Et puis il y a une autre tendance, mais alors qui est peut-être plus chez les universitaires. Moi, je fréquente plus les universitaires, qui est plutôt de dire directement, c'est une aberration. C'est une aberration de mettre de l'eau à la surface. C'est une aberration d'isoler du cycle de l'eau. Voilà, moi j'ai eu du mal à trouver des gens, par exemple, qui voulaient bien travailler sur le sujet parce que c'était tellement pour eux une aberration évidente qu'ils n'allaient pas y passer des centaines d'heures de travail rigoureux, quoi. Donc en fait, on a quand même des avis assez partagés, mais avec cette ambivalence politique, quoi. Technosolutionnisme ou solution basée sur la nature, c'est un peu ça le... Julien, Marc Lémé a aussi une question pour toi qu'il m'a envoyée dans la nuit. À force de côtoyer les officiels, penses-tu qu'ils partagent pleinement l'avis des irrigants ou sont-ils entre guillemets en service, fermez les guillemets, et n'en pensent-ils pas moins? Alors c'est drôle parce que lui qui fait jamais de faute, il a fait une petite faute et il l'écrit P-A-N-S-E-N-T. Mais évidemment, il veut dire penser au sens réfléchir. Mais voilà, bon, je trouve ça rigolo. Je refais la question. À force de côtoyer les officiels, penses-tu, Julien, qu'ils partagent pleinement l'avis des irrigants ou sont-ils en service et n'en pensent-ils pas moins? Si on parle des préfets, des 3 préfets qui sont succédés chez nous, c'est clair et net, ils arrivent avec une lettre de mission. Et le libre arbitre là-dedans, il est bien enfoui, bien profondément. J'ai essayé de sonder l'humanité profonde d'une Madame Dubé. Je serais bien incapable de savoir aujourd'hui où elle se situe en réalité humainement. Quand elle sort de son rôle de petit soldat du gouvernement et d'appliquer à la lettre ce que Darmanin et compagnie lui demandent. Par contre, quand on discute avec les agents de terrain, les gendarmes, les gens qu'on côtoie en fait quasiment quotidiennement aujourd'hui, puisqu'on passe du temps au poste, par exemple, des fois on parle du fond quand même, puis on les questionne sur comment ils vivent ces dossiers, etc. Je peux vous dire que s'il y avait aujourd'hui un vote au sein des gendarmes pour savoir déjà s'ils trouvent que d'être missionnés sur ce genre de choses, si ça a du sens pour eux
Et même sur le fond du dossier, si pomper des bassines, pomper l'eau des nappes pour les mettre dans les bassines pour faire du maïs partout, je pense que ce serait cinglant s'ils pouvaient voter sans aucune pression derrière. Et après, moi je vois qu'il y a quand même de véritables complices de ces logiques-là, des gens qui contribuent en toute connaissance de cause à des programmes. Je pense aux frères Guton, par exemple, au niveau de l'agence de l'eau. Les deux frangins, là, ils se refilent la balle. Il y en a un qui est au ministère, l'autre qui est à l'agence de l'eau. Et on se renvoie la balle. Et à chaque fois, partout où ils passent, les bassines, c'est pas les bassines. Excuse-moi, Julien, mais là il faut être un peu plus précis, parce que si on n'est pas au cœur de la bataille, on ne sait pas c'est quoi ces deux frères. Et il y a comme un conflit d'intérêts ou... Là-dessus, on va pas s'étendre. C'est Marc qui en paraît le mieux. C'est Marc qui connaît, bien sûr, c'est ça. En fait, j'aurais tendance à lui renvoyer la balle, et ça fait ça, c'est tout un volet du dossier bassine qui a été encore peu investigué, mais sous la notion des conflits d'intérêts ou du détournement de biens publics, etc. Un constat juste édifiant, quand on regarde les 16 bassines qui existent chez nous, qui tient les conseils municipaux. Et ce qu'on a pu démontrer, c'est que systématiquement, sur les 16, il y a toujours un des élus qui est directement bénéficiaire de la bassine, ou alors c'est quelqu'un de sa famille très proche. Un adjoint au maire à Mosée, 2 adjoints au maire à Mosée. Quand on regarde à Sainte-Soline, le premier adjoint, il est bénéficiaire de la bassine. Bénéficiaire en tant qu'agriculteur, c'est ça que tu veux dire ? En tant qu'irrigant. En tant qu'irrigant. Ouais. Et derrière, ça pose une autre problématique, et de voir finalement... tout à l'heure, je parlais du principe pollueur-payé. Comment on en arrive là ? Il suffit de regarder qui tient aujourd'hui, politiquement, tous les syndicats d'eau, que ce soit les syndicats d'eau potable au niveau des petites collectivités, que ce soit les programmes GEMAPI, c'est tout ce qui est gestion de l'eau et prévention des inondations, qui sont c'est les anciens syndicats de rivière, si tu veux. Et quand tu regardes qui constitue le conseil d'administration de l'agence de l'eau, et quand tu regardes un petit peu les étiquettes politiques et les liens à la FNSEA, c'est cinglant. Cette FNSEA, qui représente peut-être moins de 0,5% de la population nationale, pèse très très lourd, très très fort sur la gestion de l'eau à tous les étages, du local jusqu'à l'international. Alors, tous les deux... Je vais peut-être mettre une petite note d'espoir quand même, mais une toute petite, je suis désolée, parce que du coup, oui, dans la Vienne, d'un côté, on a des irrigants qui sont très présents, par exemple, dans le conseil général, et donc qui, ils se votent des subventions à l'association de défense des irrigants. Donc comme ça, ils s'alimentent eux-mêmes. Mais on a aussi, je pense, grâce au rapport de force qui a été établi dans les Deux-Sèvres, on a la maire de Poitiers, par exemple, qui a refusé de signer le protocole. On a pas mal de maires dans les communes environnantes qui sont engagés sur des arrêtés anti-bassines. Maire de Poitiers qui est verte, c'est ça, Verte, ouais. Écolo. Léonore Monconduit, ouais. Donc ce serait sympa d'aller lui demander, ce serait intéressant en tout cas d'aller lui demander quelle pression elle a subie de la part de la préfecture, parce qu'on sait que la préfecture a fait pression pour signer ce protocole, là, ce document où ils essaient de faire en sorte que les agriculteurs s'engagent sur des mesures de biodiversité, ce genre de choses, qui en fait est juste une caution. Ils ont vraiment 3 fois rien à faire pour avoir un super label. Et donc elle a refusé, par exemple, elle et d'autres maires ont refusé de signer ce protocole. Et apparemment ont reçu un certain nombre de pressions de la préfecture. Donc c'est-à-dire que même quand on a des officiels qui s'engagent, c'est pas si facile pour eux, puisqu'ils sont dans une espèce d'environnement qui est où il y a beaucoup d'irrigants qui se sont placés à des postes un peu clés, quoi. Sans trahir quiconque ni aucune source, est-ce que certains qui sont là pour, d'une manière ou d'une autre, mettre en place ces méga-bassines, vous transmettent parfois quelque information ? C'est quand même assez rare. Les informations qu'on a pu avoir, c'était notamment issues d'irrigants contraints et forcés à adhérer à la COP de l'eau. Parce que, comme le disait tout à l'heure Anne Morwen, qu'on soit petit irrigant maraîcher avec 2000 m3 ou gros céréalier avec 250 000 m3,
l'État a imposé que vous, pour bénéficier des volumes d'eau réclamés chaque année, il fallait être adhérent à la COP de l'eau. Donc ça signifie que statutairement, on a des gens qui sont des camarades, qui ont eu accès à des statuts, à des comptes rendus d'AG, etc. Donc, mais somme toute, ces remontées sont quand même très très limitées. Et ça dit un petit peu toute l'omerta et tous les niveaux de répression et de rétorsion qu'il peut y avoir derrière. J'ai envie de citer le cas de Philippe Béguin, qui était l'exploitant agricole qui nous a accueillis pour le rassemblement de Sainte-Soline, qui nous a mis à disposition une parcelle de luzerne, justement parce qu'elle était faite pour accueillir l'outarde et que l'outarde est en migration. Ça a rué dans les brancards derrière et il a eu droit à toutes les mesures de rétorsion du très local dans son rapport avec la coopérative à du plus global où très rapidement il a eu un contrôle PAC, quoi. Et il est à l'aise pour contrôle PAC, c'est-à-dire est-ce que vous dépensez bien l'argent qu'on vous donne pour telle ou telle chose, c'est ça? De voir si tous les cahiers des charges sont respectés. En fait, il y a tout un tas de normes, etc. Donc, est-ce que son pulvé, il était aux normes? Enfin, tout un tas de trucs de cet acabit-là. Et c'est normal, hein, et tant mieux qu'il y ait des contrôles PAC. Sauf que c'est très questionnant quand le rythme, c'est en général une fois tous les 10 ans. Et quand ça arrive un mois après la manif, évidemment que ça laisse entendre. Voilà, je pourrais oui, bien sûr. Oui, c'est une punition, c'est pas. Oui, bien sûr. Les autres éléments de rétorsion qui font que tout paysan est très très prudent à s'exprimer sur le sujet, c'est que les mesures de rétorsion, elles peuvent ensuite être au niveau de la SAFER, qui est l'organisme qui distribue les terres agricoles. Ça peut être également au niveau des OUGC, organisme unique de gestion collective, qui est le lieu dans les chambres d'agriculture la plupart du temps où chaque année on redistribue les volumes d'eau. Donc ça c'est un vrai sujet. Comment le monde agricole, comment la FNSEA tient les campagnes. Et finalement, c'est ce qui fait dire qu'aujourd'hui, les seuls camarades qui sont en aptitude à pouvoir sortir de ce système-là et à s'exprimer simplement, c'est des camarades syndiqués, c'est les camarades de la Confédération paysanne, et c'est pas pour autant que leur statut de syndiqué les protège de toutes les mesures de rétorsion que je viens de lister. Alors, il y a plusieurs questions de valeurs anarchistes qui habitent dans le sud-ouest et notamment celle-ci, suite à une réunion publique avant les élections départementales, des candidats de droite élus depuis nous disaient qu'ils allaient relancer le projet du barrage de Sivens car ils avaient tous les tampons sur les dossiers. Avez-vous des infos dans ce sens? Non. Non, moi j'ai juste vu quelques articles, j'ai vu un article de presse disant qu'ils relançaient le projet, mais pas plus que ça. Pas plus que ça, d'accord. S'il y a peut-être, il y a quand même un élément, alors sans avoir mis le nez dans le dossier, mais une remontée qui me paraissait intéressante, parce que là pour le coup c'est l'agence de l'eau à Dour-Garonne qui a la manœuvre au niveau financement, et elle avait imposé qu'il y ait une réflexion sur le type de culture qui serait irrigable. Ça c'est peut-être un élément sur lequel, et je dis pas que c'est un bon projet, la manière dont ils veulent le relancer à Sivens, mais une idée que j'avais retenue et qui parle quand même, c'est que aujourd'hui il faudrait vraiment qu'on soit en mesure de prioriser les usages de l'irrigation. Si transformer l'eau à tout le monde pour faire du maïs, pour l'exporter à l'autre bout de la planète, pour spéculer sur les marchés internationaux, est-ce que ça passe sociétalement sur des territoires où l'eau est rare? Évidemment que non. Par contre, qu'une partie de l'eau puisse être consacrée à des cultures vivrières à vocation de relocalisation des productions, certainement qu'on y est beaucoup plus favorable. Et donc, il y avait eu toute une méthode par filière pour savoir ce qui finalement était supportable et pertinent d'irriguer. Et c'est quand même un signe des temps, le maïs ne rentrait plus dans les clous. Eh oui. Et très clairement, et ça c'est Benoît Biteau, camarade eurodéputé qui lutte à nos côtés depuis 15 ans, qui le dit très clairement. Si on enlevait le maïs de l'équation irrigation en France, on n'aurait pas besoin de se poser la question de ce stockage et de ce surstockage en méga-bassines. Est-ce qu'il existe un marché de l'eau en France comme en Californie, demande Sentier Battant? Y a-t-il un projet pour une telle bourse de l'eau? Juan Castoflex nous dit il faut nationaliser l'eau. Donc entre la bourse ou la nation. La bourse ou la vie. C'est ça. Il y a deux pays en effet où l'eau a été introduite en bourse. C'est l'Australie qui a été précurseur
Et aux États-Unis, l'introduction à la bourse de Chicago. Il y avait eu un très bon dossier, une très belle soirée théma qui était passée il y a 3 ans de ça, qui s'appelait Main basse sur l'or bleu, et vraiment brillante, et qui témoignait qu'en Australie, ça allait tellement loin que des États, je crois que c'est des États fédéraux en Australie, je ne garantis pas, mais en tout cas des collectivités devaient racheter de l'eau à des sociétés privées pour remettre dans le milieu naturel. Et ça me paraissait hallucinant qu'on en soit là. Oui. Et en fait, il y a une situation similaire en France. On est allé à Bagnères de Bigorre animer une réunion publique, et il y a une ASA, en fait, toute une organisation, et là je ne vais pas être très très précis, les éléments me manquent, mais c'est déjà à l'œuvre. Il y a déjà en France un secteur où il faut acheter de l'eau pour le mettre dans la rivière. Et ça, pour moi, là, on passe vraiment un cap. Et après, de manière plus générale, évidemment qu'il y a des logiques prédatrices qui vont vers la marchandisation de l'eau. C'est un bien vital. Donc on nous la vendrait 3 000 € le mètre cube, on l'achèterait 3 000 € le mètre cube. Et aujourd'hui, on la paye plutôt 3 € le mètre cube. Et que donc, il y a des sociétés qui aient bien compris que le marché le plus... pas infini, mais le marché avec les potentialités de développement les plus importantes, c'est le marché de l'eau. Et c'est déjà le cas, hein. Ça fait partie des secteurs où il y a la plus forte croissance économique. Faut pas se leurrer, évidemment, et je vais pas rentrer dans des grandes considérations complotistes, etc., mais que des gens misent sur la raréfaction de l'eau et l'importance de la privatiser, c'est évident. Pimico dans le chat, que je remercie, Pimico qui est à mes côtés pour le site opost.fr, nous donne cette précision. La Chicago, c'est la bourse des matières premières, l'endroit où l'on spécule sur les denrées alimentaires de base et sur l'eau. Est-ce que tu vas parler de la bourse de Chicago, qui est un beau bâtiment d'ailleurs. Je sais pas si devant, mais devant c'est beau, dedans moins. Ouais, voilà. Est-ce qu'on passe Ah si, il y a quand même une question de Durdonov qui voudrait des précisions. Est-ce que en France l'eau reste considérée comme un bien commun ou pas? Ouais, là, c'est ce que j'ai hésité à préciser après. C'est, en fait, il n'y a pas besoin de nationaliser l'eau puisqu'elle est déjà bien commun de la nation. Donc, en fait, tant qu'elle est pas dans un tuyau, en fait, elle appartient à tout le monde. Et c'est le côté traitement de l'eau et acheminement de l'eau qui est privatisé. Et c'est là où, bien évidemment, il y a aussi on passe des régies publiques de l'eau pour l'eau potable dans beaucoup de villes. Il y a un grand mouvement de privatisation. Il y a aussi beaucoup d'endroits où finalement ils reviennent en arrière. Ils reviennent à une régie municipale de l'eau et plus une régie privée. Voilà. En tout cas, c'est dans l'idée, l'eau est déjà nationalisée. Et par contre, moi, j'estime qu'il faudrait que tout le cycle de traitement de l'eau, effectivement, soit public. Et aussi parce que ça nous permettrait de... Vous voyez, on paye... ça coûte très cher, en fait, de dénitrifier l'eau, par exemple, de l'épurer avant de la rendre potable, quand on a des nappes qui sont polluées ou ce genre de choses. Et si l'ensemble de la gestion de l'eau, du traitement, était public, peut-être qu'on penserait à faire des lois de protection des zones de captage, où on interdirait les pesticides. Il y a des endroits où ça a été fait, où on interdit les pesticides sur l'ensemble de la zone de captage, on va dire, et du coup on économise derrière sur le traitement de l'eau. Mais évidemment que si on a un côté, une gestion privée de tout ce traitement de l'eau, eux ils s'en fichent complètement d'améliorer la qualité en amont, puisque de toute façon comme ça ils vont faire payer le traitement plus cher, tout simplement. Donc oui, pour moi il faut absolument nationaliser ou municipaliser l'ensemble de la gestion de l'eau, de son prélèvement jusqu'au retraitement, en fait. Alors, le chat va peut-être encore poser des questions d'ordre écologique ou économique ou politique, mais là, il faut quand même qu'on aborde la question de ce que vous êtes en train de préparer pour la fin de la semaine, et ensuite, on ira sur le harcèlement
le harcèlement judiciaire, policier, auquel vous êtes confronté, et singulièrement Julien. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais faire comme Julien, je vais aller me lever, là, je vais aller me chercher un café, parce que Julien, c'est l'invité qui se lève le plus, j'ai jamais vu un truc pareil, le mec, il bouge tout le temps. Moi, je vais faire pareil, je vais me chercher un petit café, je reviens, et pendant que je vais me chercher un café, je vous laisse les clés de la maison. Fais donc. Enfin, voilà, merci mon brave. Et donc, je vous laisse parler des 3 jours qui s'annoncent, et voilà, quel est le programme des festivités, et je reviens tout de suite. Ça vous va? Super. Allez-y. Ouais, bah, je peux. Ok, bah, je peux commencer. Sinon, alors, on le fait chronologique ou on le fait thématique chronologique? Ouais. En fait, il y a marqué 25-26 mars, mais c'est un événement qui va commencer dès le 24. Le 24, on a un convoi de tracteurs qui part à 15h de Lusignan, et c'est un peu ce qui va lancer la mobilisation, l'événement. Un convoi de tracteurs de la Confédération paysanne principalement. Donc oui, qui va partir de Lusignan. On vous invite à rejoindre ce convoi le plus nombreux possible. Et le vendredi soir, on a des tables rondes sur justement l'aspect international de la mobilisation, avec une délégation internationale, avec une représentante du Chili, un représentant du Mali, du Rojava, et j'en oublie un. Canada. Et du Canada, des nations autochtones du Canada. Voilà. Donc on a 2 tables rondes avec un repas tiré du sac, et ça, ces tables rondes se passeront à Melle. Alors faut bien distinguer qu'on a une ville amie qui accueille l'événement, toute la partie table ronde festive de l'événement se passera à Melle. Donc les tables rondes du vendredi soir, mais pas l'hébergement du vendredi soir, les concerts du samedi, et toute la journée du dimanche où il y a des ateliers d'informe de l'eau, des concerts, des spectacles, des expos, le village associatif, le marché paysan, etc. Peut-être je vais te laisser du coup la partie du samedi. Tiens. Et donc, comme à notre habitude, on va organiser ce qu'on appelle des manifactions, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter de cheminer avec des banderoles, mais on va tâcher, lors de nos déambulations, de venir poser des gestes importants qui sont en lien direct avec cette problématique de bassinage. Donc, encore à l'heure actuelle, on annonce que les actions, les manifestations auront lieu à Sainte-Soline et ou Mosée. Sur les modalités de renseignement, les gens qui arrivent d'un peu partout en France et d'Europe savent qu'il faut venir aux alentours de Niort, du Poitou, de Melle. Mais bien entendu, les manifestations n'auront pas lieu ni à Niort ni à Melle. C'est bien sur les zones bassinées qu'on va vous orienter, avec tout un jeu de rejoindre des convois, des infolines, etc., pour rejoindre des lieux de rassemblement d'où partiront les différents cortèges. À ce sujet-là, on s'attend malgré tout à un niveau de violence policière comparable à celui de Sainte-Soline, et pour s'en prémunir, on invite les différents citoyennes, citoyens qui voudront nous rejoindre à aller voir sur le site des soulèvements et de Bassines Non Merci. Il y a tout un tas de documents sur la prévention, sur la protection, sur le soin qui sont en place, et où je crois, David, que tu nous as fait la grande joie et le grand plaisir d'accueillir cette formation, ce webinaire de demain. Demain soir à 20h, ici même, au poste.fr. Voilà. Vraiment un grand merci pour ça. Et donc on va demander, comme d'habitude, aux camarades de venir le plus possible habillés avec leur outil, leur plus beau bleu de travail, leur plus beau bleu de chauffe. Pour nous, c'est un symbole important. C'est vrai que cette lutte, elle vient rencontrer des énergies des villes, des énergies des champs. C'est un outil prolétaire, c'est un bleu qui nous tient à cœur et qui permettra
par ailleurs de faire en sorte que le travail de la police soit un peu plus compliqué, puisque si vous voulez pas être embêté, venez pas avec votre chapeau et votre gyrophare fluo, hein, c'est comme ça qu'après ils vous retrouvent, ils vous cueillent, quel que soit ce que vous ayez fait d'ailleurs, hein, parce que comme à son habitude, la préfète, dans son grand autoritarisme, a déjà annoncé que les manifs même pas déclarés seraient, on a même pas le temps de déclarer, ce coup-là, ne seraient pas autorisés. Donc, dès lors qu'on rentre sur les zones rouges où les manifestations et rassemblements sont interdits, on est potentiellement interpellable, quoi. Faut rappeler qu'à Sainte-Soline, il y a 5 camarades qui ont été interpellés le jour même, simplement parce qu'ils avaient participé à une manifestation non déclarée, et derrière ça ils sont passés au tribunal parce que sur injonction de Dupond-Moretti, en réalité d'une circulaire spécifique qui a été écrite contre les gens qui luttent contre des projets d'aménagement du territoire, c'est le terme qu'il a utilisé. Il invite les procureurs à systématiquement prendre les qualificatifs les plus forts, et à aller vers une justice vraiment expéditive. Et ce qui fait que ces camarades ont été condamnés à de la prison avec sursis pour participation à un rassemblement en vue de commettre... Et en fait, les juges ont dit eux-mêmes qu'ils savaient très bien que les gens n'étaient pas venus commettre de tels actes. Le simple fait d'être parmi nous, d'avoir rejoint, les rendait pénalisables, quoi. Donc c'est assez hallucinant. Je me suis un petit peu éloigné de ce qui nous attendait le 25, hein, mais voilà. On invite les gens vraiment à suivre au plus près les idées soulèvements et puis toute la communication qu'on va faire cette semaine pour comprendre comment nous rejoindre. Ça va être un jeu du chat à la souris où, encore une fois, puisqu'on va être des dizaines de milliers à affluer, eh bien, on pourra poser nos gestes et on pourra une nouvelle fois mettre en défaut les forces de l'ordre et pouvoir manifester. Et juste du coup, David, si tu pouvais mettre la page oui, vas-y. En haut du site, il y a une page, un onglet Manif Mars et Info Pratique. Info Pratique, c'est ici. Ouais. Voilà. Et alors là, vous avez le lien du fil Telegram où il y a toutes les infos qui arrivent au compte-gouttes. Et vous avez les rendez-vous des convois, le livret de la base arrière, beaucoup d'informations pour se préparer pour venir. Alors j'ai essayé de... non, je crois que... attends, je vais essayer de vous mettre le lien direct. Sinon, Uriel, si tu peux le mettre dans le chat. Là, j'ai un petit souci pour copier. Attends, peut-être si ça devrait aller. Attends, une petite seconde, comme ça, vous pourrez aller directement sur le... Ouais, c'est bon. Voilà, je vous mets le lien vers la page. Merci. Ah bah Uriel qui met en plus le titre de la page. Ah ouais, elle est géniale. Ah ouais, ça. Donc voilà, j'ai vu passer des questions. Alors peut-être tu avais répondu à ça, Julien, sur la question est-ce qu'il y aura du covoiturage. Il y a un camarade qui nous dit, c'est Erin, qui nous dit, pour les convois, faut s'adresser au commissariat le plus proche avec téléphone ouvert. Est-ce que il y a que le covoiturage policier qui est prévu ou il y en a d'autres? Non, il y a une page, justement, on la voit là à l'écran pour les transports. Vous pouvez vous inscrire, vous trouvez un agent de covoiturage, il y a une page dédiée sur Mobicop. D'accord, ok. Où on invite les gens qui ont des voitures et à qui il reste des places dedans à déposer leur trajet sur cette page. D'accord, ouais, c'est là. Voilà, c'est ça. Et dans certaines villes, il y a des organes qui organisent du bus, du minibus. Donc il faut vous retourner également vers les différentes associations qui sont signataires. Aujourd'hui, il y a 200 organisations qui sont signataires de l'appel à manifester, avec des grosses organisations nationales type Attaque, CGT, Sud, etc., et qui localement s'organisent également pour du transport collectif. La finalité de cette manifestation, c'est quoi ? La finalité, c'est d'obtenir un moratoire. La finalité, c'est que, une bonne fois pour toutes, le dispositif technique méga-bassine soit mis à mal. À plus forte raison, si on doit justifier un moratoire, tant que des études pluridisciplinaires n'auront pas été faites sur les conséquences de tels ouvrages, sur la durabilité de tels ouvrages, sur la cyanobactérie, la biodiversité, tout ce qu'on développe depuis tout à l'heure. Et puis comme on voit qu'évidemment c'est une non-solution, on est bien convaincu que les études ne pourront pas donner d'autres résultats que non, ça n'est pas une solution applicable et généralisable, etc.
Donc c'est la continuation de ce bras de fer avec ce gouvernement qui reste complètement sourd à un mouvement populaire toujours croissant, avec une détermination toujours croissante. Il y a un véritable enjeu dans l'enjeu. Cette semaine, le gouvernement Macron, s'il est encore en place, est censé annoncer un plan de sobriété pour l'eau. On va regarder ça très très attentivement parce qu'en fait pour l'instant les pré-annonces, les 50 mesurettes qui traînent, c'est on va t'expliquer qu'il va falloir faire pipi sous la douche ou prendre la douche à deux. Et donc vachement tourné sur les éco-gestes et sur la remise de la responsabilité sur les habitants. Et attends, il faudra faire pipi à deux sous la douche aussi ou pas? C'est possible, et qu'on pourra être créatif, ouais. C'est ça. Mais sur la consommation d'eau globale, l'eau potable et l'eau des foyers, c'est que 20%. Et donc, évidemment, face à une raréfaction qui est généralisée, c'est pas simplement en ciblant sur. Évidemment que les efforts doivent venir de tout le monde, mais ils doivent avant tout venir du monde agricole, qui est le plus gros consommateur d'eau. Et si ce plan de sobriété, il ne fait pas figurer clairement et nettement que l'agriculture, de manière générale, doit s'engager dans une diminution, une sortie, un affranchissement de l'irrigation. Si ce plan d'eau ne dit pas que les surfaces irriguées ne peuvent plus se développer et qu'au contraire, il va falloir partager les surfaces déjà irriguées auprès de tous ceux qui peuvent en avoir besoin. En fait, s'il n'y a pas un volet très fort sur un virage dans l'irrigation en France, évidemment que ce plan de sobriété, il sera acheté à la poubelle directement, il sera caduc, il sera juste un effet de greenwashing supplémentaire visant à culpabiliser ceux qui aujourd'hui font plus attention. Ce sera à mettre en regard avec le plan énergétique, où évidemment quand l'énergie elle est chère, les pauvres ils consomment moins et ça fait baisser la consommation générale. C'est pas le levier sur lequel on doit économiser l'eau. Le levier sur lequel on doit économiser l'eau, c'est que les plus gros utilisateurs doivent être les premiers à faire les plus grosses économies. Et donc je le dis bien, la surirrigation et du maïs en particulier est la condition sine qua non d'un rétablissement des équilibres hydriques en France. Alors Julien, je ne sais pas si c'est un fait exprès, mais depuis quelques minutes, le soleil est sur toi, la lumière est sur toi, et ouais. Et là, tu essaies de te mettre dans l'ombre, mais ça marche pas parce que tu vas être obligé de te remettre là et on va aborder plus que tes déboires, enfin le harcèlement policier que tu subis. Si tu veux bien, on va parler des mouchards que tu as trouvés dans ton camion, caméra de surveillance chez ton père, si mes souvenirs sont bons. Mais d'abord, je voudrais te demander par rapport à la lumière, comment on vit ce vedettariat involontaire? Sereinement et tranquillement, parce que je suis jamais qu'un porte-parole d'un mouvement citoyen, avec plein de camarades qui entourent et qui savent remettre les pieds sur terre, ou en tout cas il n'y a pas de. Donc j'ai décidé de mettre mon temps au service de la lutte, je m'y donne pleinement, et comme la lutte elle monte, forcément je suis un peu plus mis en avant, et ça prend beaucoup de temps et d'énergie, etc. Mais après voilà, je sais pas comment ça se vit. Enfin, vedettariat, ça me parle pas. Clairement, je suis un peu le visage de la lutte, et ça c'est un petit peu à notre corps défendant, parce qu'en vérité, on est un vrai collectif pluriel. Et je suis ravi que Anne, tu prennes une telle place et moi je peux aller en prison demain, je suis très serein, il n'y a pas de problème. Il y aura du monde derrière pour prendre la parole. Et c'est vrai que c'est quand même un truc un petit peu paradoxal, parce qu'on est vraiment un collectif avec plein de mouvements, avec plein de gens de qualité. Et finalement, on s'est un petit peu enfermé dans ce truc-là. Et puis, tu connais le jeu des médias, on a besoin de têtes identifiées, etc. Donc, je m'y suis prêté, mais c'est pas irréversible, et ça doit pas l'être. Oui. Non, mais et puis je me doute bien que c'est pas. Voilà. Mais je trouvais intéressant qu'on en parle comme ça au détour parce que c'est aussi peut-être ça que tu payes. Mais la question elle m'est venue quand j'ai vu, par exemple, que le JDD t'avait filé, t'avait fait le portrait de toi, etc. Je me dis putain, quand le journaliste du JDD arrive chez toi, ça doit pas être forcément super cool, quoi. Voilà, tu peux t'interroger, quoi. Mais bon, voilà, tu as répondu. Alors, d'abord, l'actualité la plus récente. Vendredi, tu étais convoqué à la gendarmerie, et cette convocation s'est transformée en garde à vue.
Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on te reprochait au début pour te convoquer et ce que t'on reproche à la fin et les décisions qui ont été prises à ton encontre? Ouais, donc c'était ma deuxième garde à vue depuis que la lutte a commencé, et ça faisait suite également à, si ma mémoire est bonne, à 5 auditions libres, où à chaque fois il y a un certain nombre de chefs d'inculpation, enfin d'infractions qui me sont reprochés. Donc là, cette garde à vue-là, alors qui était d'abord sous le titre d'une convocation, jusqu'à ce que je rentre dans la gendarmerie, il y a encore un doute sur le fait que ça soit une audition libre ou pas. J'étais à peu près convaincu que j'allais avoir droit à la garde à vue. Donc c'est toujours le même chef d'inculpation, participation à un rassemblement en vue de commettre des dégradations. Et le deuxième chef d'inculpation, enfin la deuxième infraction qu'on me reprochait, c'était détérioration du bien d'autrui. Et dans les deux cas, c'était par rapport à Sainte-Soline, à la manif des 29-30 octobre. Donc la garde à vue, elle a duré la matinée, et ensuite j'ai été déféré auprès du PROC, qui là a remis de nouvelles infractions qui étaient relatives à une manifestation qu'on avait fait début octobre à Sainte-Soline également. C'était une opération qu'on avait appelée grillage party, où on s'était introduit sur le chantier qui démarrait tout juste, et où là à nouveau les mêmes chefs d'inculpation que je t'ai donné, les mêmes infractions que je t'ai donné à l'instant, et puis deux trucs ridicules et risibles: le vol d'une pelle à grains d'Océalia qui a été baladée sur 50 mètres, qu'ils n'ont pas retrouvé dans la palisse, et un tag sur le panneau d'Océalia où j'avais marqué complice signataire du protocole. Et donc tout ça débouche après la case procureur, je suis passé devant la case juge des libertés. Donc je suis sous contrôle judiciaire avec interdiction de port d'armes. Ça m'embêtera pas trop, ça. Et plus embêtant, interdiction de fréquenter les communes de Sainte-Soline et Mosée, ce qui est quand même vachement emmerdant quand tu es porte-parole d'un collectif et que tu as régulièrement des conférences de presse pour aller voir comment ça avance, etc. Donc le contrôle judiciaire précédent un jugement qui est annoncé le 8 septembre au tribunal de New York. Donc, alors, tu n'as pas interdiction de voir tes camarades, mais tu as interdiction de te rendre là où généralement vous vous voyez, quoi. C'est ça ? Oui. Oui. Et derrière, ça pose une question de liberté fondamentale. On va retourner la voir, la liberté, parce que si on part du principe que toute personne qui est contre les bassines, elle ne peut pas se rendre sur des communes où il y a des bassines, tu imagines le genre de passeport qu'on va avoir bientôt. Les bassines en France, il y en a déjà une 50aine, et c'est vrai que je suis une menace potentielle pour chacune d'entre elles, mais au même titre qu'Anne Morwan, ou au même titre que toi peut-être, je ne sais pas, mais c'est très très questionnant en termes de liberté fondamentale, évidemment. Donc la question est posée par le chat, ça veut dire que toi ce week-end on n'est pas sûr de te voir. Ben, on n'est pas sûr de me voir sur Sainte-Soline ni sur Mosée. Mais il y a tout ce qui se passe à Melle, etc. aussi. Voilà, oui, il n'est pas interdit de Melle, heureusement. Sinon... Alors, bon, voilà, les prismes de chacun sont ce qu'ils sont, et c'est vrai que moi, j'ai commencé à être... Alors, d'abord, j'ai très sollicité dans l'équipe, parce qu'il y a un régional de l'étape, Donne la Papate, dans l'équipe de poste qui est à fond avec vous, etc., etc., etc. Donc, il me parle de vous depuis des mois et des mois. Mais c'est vrai que, bon, voilà, moi, je suis arrivé sur les histoires sur vous, sur les histoires policières, finalement. Alors, est-ce qu'on peut dire policière d'ailleurs ? Est-ce qu'on a la certitude de ça ? Je crois que oui. Il y a eu un mouchard qui a été... ton garagiste a trouvé un mouchard, un tracker GPS sous ton camion. C'est bien ça ? Il y a quelques semaines. Ouais, ça remonte à il y a 2 mois maintenant. 2 mois, ouais. Disposé sur l'essieu avant, donc j'avais un problème mécanique, et puis le soir quand je suis allé payer la facture, il m'a dit en plus j'ai une petite surprise pour toi. Et donc c'était bien un traceur GPS. C'est ça la surprise là, c'est ce que je montre, a priori c'est ce que France 3 Région a montré. Ouais. C'est celui-là. Ouais, absolument. Ça, c'est mon premier crédit photographique dans un média, ça. Vous avez vu un peu la qualité technique de la photo quand même.
Et c'était le deuxième que je trouvais de ce type-là, parce que, comme tu l'as mentionné, en mars 2021, si ma mémoire est bonne, on avait également révélé la présence de tout un dispositif de surveillance vidéo, caméra, devant le domicile de mon père, sous prétexte que c'était un lieu potentiel de réunion. Et alors du beau matériel, hein, pas la petite caméra, non, 40 000 balles, orientable, avec un dispositif de télétransmission, avec un jeu de batterie au lithium qui faisait plusieurs mois d'autonomie. Et dedans, il y avait une petite balise GPS également, que j'ai toujours d'ailleurs, hein, qui continue à se balader dans le marais Poitevin. Et donc, ça dit un petit peu, oui, de l'énormité. L'un comme l'autre, ces deux dispositifs, parce que là on se marre, mais enfin c'est terrifiant. Ces deux dispositifs, selon toi, selon tes informations, selon les informations du collectif ou celles de vos avocats, c'est pourquoi? Pour surveiller qui? C'est pour surveiller comment? Est-ce que c'est pour faire peur? Est-ce que c'est pour contrôler? Et puis surtout, comment les autorités justifient, parce que ça pose quand même un certain nombre de questions en termes de liberté fondamentale. Et si je reviens sur l'épisode de la vidéosurveillance, c'est assez comique de relire rétroactivement les journaux, les déclarations de la préfecture et du sous-préfet, et du directeur de cabinet et de la préfète. Le jour où l'affaire est révélée, le directeur de cabinet prétend découvrir le dispositif en même temps que tout le monde dans les médias. Tu vois, comme ils sont drôles. Et ça fait tout un buzz et compagnie. Et donc le lundi, la préfète reprend la main en disant si, on s'est renseigné, ça appartient bien à la police nationale, mais on n'était pas au courant. Qui y croit? Ouais, et surtout notre mais à quel service de police nationale? C'est toute la question, et c'est ça qu'on n'a pas. Voilà. D'autant que moi, mon petit doigt me dit que c'est pas forcément à la police nationale que ça appartient. Pour qu'une préfète balance en pâture comme ça tout un service et tout un corps, c'est pour cacher plus gros. Je rappelle qu'il y a une cellule qui est toujours active, qui s'appelle la cellule Déméter, qui dépend de la gendarmerie, et dont le corps de métier est justement de surveiller les dangereux éco-activistes, les écotouristes tels que nous sommes. Oui, j'ai bien dit écotouristes. Hein. Et parce qu'on se balade pas mal, en effet, donc faut nous pister, évidemment. Et que cette cellule Déméter, il y a déjà une décision du Conseil d'État disant bien que en fait, c'est pas une activité légale. Et l'État assume pleinement aujourd'hui le fait que cette cellule Déméter est sur ces aspects de surveillance des réseaux d'opinion fonctionne encore. Voilà. Et même genre de flou sur la découverte de la balise, où quand le procureur est interrogé par les journalistes, savoir si de tels dispositifs étaient déclenchés sur les enquêtes qui me concernaient, il déclare que non. Et la préfète reprend la main pour dire oui, mais nous on a tout à fait le droit de le faire, en particulier quand il s'agit, et là on est vraiment sur des notions très inquiétantes de justice préventive. Elle n'hésite pas à dire que c'est dans la perspective des manifestations qui viennent, quoi. Donc dans le cas où on ferait quelque chose, on met en place des dispositifs qui sont dignes de l'antiterrorisme en réalité. Bien sûr. Et d'ailleurs, une des questions fortes qui est à se poser, c'est de dire mais tous ces moyens qui sont mis sur nous, ça veut dire qu'ils ne sont pas mis ailleurs sur des missions qui devraient être prioritaires. Pour la petite info, les Deux-Sèvres, c'est aussi le territoire où il y a eu cette histoire morbide de la disparition des deux jeunes, Kevin et Leslie, qui a très mal fini, une affaire de dope et compagnie. Concrètement, c'est les mêmes gendarmes sur le même territoire qui étaient missionnés à me surveiller ou à surveiller des bassines. Ça veut dire que les moyens, ils sont pas là où ils doivent être mis. Ça pose vraiment une question fondamentale, non seulement de liberté, mais également d'à quoi sert la gendarmerie et où est-ce que les moyens sont mis. Je t'entends. Je repense à l'affaire dite de Tarnac qui m'a beaucoup occupé. Eurial vient de mettre dans le chat le lien d'une des premières émissions qu'on avait faites avec Morgane Large en Bretagne, qui avait subi aussi des pressions terribles.
Et on en vient effectivement à cette accusation évidemment grotesque de Darmanin vous concernant, en parlant d'écoterrorisme, alors que s'il y a un terrorisme, en tout cas les moyens utilisés, c'est effectivement les moyens de l'antiterrorisme sur vous. Donc si on veut parler de terrorisme, à mon sens, c'est plutôt dans ce sens-là. Mais est-ce que ces deux épisodes vous ont modifié votre façon de lutter? Est-ce qu'il y a des choses, alors sans rentrer forcément dans les détails, parce qu'on va pas dire ici ce que d'autres pourraient chercher à savoir secrètement, mais est-ce que, je sais pas, vous avez redoublé de vigilance? Est-ce que vous avez tout fouillé? Est-ce que vous êtes tombé dans une méfiance plus forte? Disons que ça fait quand même quelques temps qu'on se doute bien qu'on est l'objet de recherches et de moyens accrus. Donc après, c'est des questions d'hygiène un petit peu. Et en plus, moi, à titre perso, je considère qu'aujourd'hui, pratiquement toutes mes relations, dès qu'elles passent par un réseau, sont quasi publiques, quoi. Oui, bien sûr. Donc, c'est de veiller à n'évoquer publiquement que des choses évocables. Je sais pas. Mais en tout cas, évidemment qu'on se prémunit, évidemment qu'on ne va pas expliquer ici comment on s'en prémunit, évidemment que ça ne marche pas toujours et que vu les moyens qui sont mis de renseignement, y a des indices qui montrent que parfois ils font bien leur boulot, ils arrivent à déjouer nos stratégies. À l'inverse, on constate quand même que les 4 dernières manifs ont été des succès stratégiques où en dépit de toute la surveillance, on parvient quand même à nos fins, on parvient quand même à établir les gestes qu'on avait prévus. Donc c'est un jeu de chat et la souris. C'est vrai que j'ai envie de le prendre comme un jeu pour pas trop dramatiser les choses, mais évidemment que tout le monde aura compris que ce qui se passe là-dedans est évidemment d'un point de vue démocratique déplorable, grave, annonciateur des pires dérives. Et sur ces dossiers-là, Macron montre son vrai visage, qui est d'un autoritarisme ignoble en réalité. Quand Darmanin vous a traité d'éco-terroriste, Anne par exemple, qu'est-ce que tu as ressenti, toi qui pensais être universitaire? Bon, moi, franchement, ça m'a coulé dessus comme la pluie sur un canard, quoi. Que Darmanin, à part les faits médiatiques, oui, etc. Moi personnellement, qu'un ministre sous le coup d'accusations de violences sexistes me dise que parce que je suis allée marcher dans un champ, je suis une terroriste. Moi, personnellement, ça me touche pas tant que ça, en fait. Voilà. Après, oui, si, moi, ça me ferait assez rigoler quand même d'être fiché S pour avoir fait de l'hydrologie, quoi. Ça, je sais pas, si un jour ça arrive, je pense que ça me ferait un petit peu rire jaune, mais rire quand même, quoi. Ça, il y a des chances que tu le sois. Bien sûr. Pour l'instant, j'ai pas eu de problème. Terme, mais bon, des probabilités. Risque, voilà. Oui, bien sûr. Ouais. Mais c'est pour ça, là, ce serait quand même énorme. En fait. Oui, mais quand même, d'un point de vue sémantique, aujourd'hui, le terrorisme, c'est à peu près ce qu'on peut faire de pire dans l'accusation, je veux dire. Donc, se faire accuser de ça, évidemment, on peut en rire et puis on peut, comme la pluie sur un canard, comme tu dis, mais on peut aussi se dire, ah oui, d'accord, donc c'est quand même ça les enjeux qu'on bouscule. Donc on peut se faire accuser de ça parce qu'il y a une espèce de truc sacro-saint. Mais là où ça m'a pas trop surpris, c'est que ça va dans un mouvement de criminalisation du mouvement écologiste, en fait, qui accompagne toutes les lois antiterroristes. Une chose dont on n'a pas encore parlé, mais c'est le pacte républicain avec toutes les associations, par exemple. On a aussi une répression qui découle de ça. On a une association de défense de l'environnement qui est sous le coup de ce pacte, qui, parce qu'elle a appelé à rejoindre la mobilisation, se fait supprimer des subventions. On avait déjà l'été dernier Alternatiba à Poitiers, oui, où le préfet a demandé qu'on supprime leurs subventions pour juste un atelier de désobéissance civile. Enfin, je veux dire, c'est Alternatiba, hein, c'est pas... C'est une association qui a pignon sur rue et qui est très citoyenne, en fait. Donc, moi, je dirais que oui, c'est ça, c'est pas très surprenant. Dès qu'il passe des lois sécuritaires,
ils le font toujours sous un couvert terroriste. Et puis à la fin, on voit très bien, et même pas qu'à la fin, très rapidement, on voit très bien qu'ils s'en servent très largement pour l'appliquer à tout moyen de contestation, pas que le mouvement écologiste d'ailleurs, hein, à tout moyen de contestation qui voudrait supprimer. Et d'ailleurs, ça a été évoqué plusieurs fois dans Au Poste, il me semble, à ce moment-là, où cette loi a été édictée, de dire que évidemment ça va retomber sur le monde militant. Ah oui, parce que si en plus tu es une auditrice d'Au Poste, alors là t'es mal barré. Hein. Ça, là, c'est pas bon. Plus trop parce que moi j'ai rejoint BNM récemment, un petit peu avant Sainte-Soline. Le concurrent direct. On va racheter. Ouais. Ça prend énormément de temps. On n'est pas avant. Ouais, justement, moi j'aime bien. Je trouve que dans Bassino Mercier, on a un peu moi j'aime bien reprendre votre dicton. On n'est pas chez les cons ici. Et voilà. Je trouve que y a un côté où on essaye justement de pas prendre les gens pour les cons et de faire pas mal d'informations, et on a des questions très pertinentes, beaucoup de foisonnement au sein du collectif, et donc ouais, je trouve qu'il y a un petit parallèle entre les deux. Ouais, ça je veux juste t'alerter sur le fait que on est sur la fin pour Anne Morwan et moi. Il faudra que dans 10 minutes on puisse décoller. Absolument. On a une grosse conférence de presse qui nous attend à midi, et il va falloir qu'on reprenne chacun de notre côté. Voilà. Bien sûr. Non, mais de toute façon, on avait fait à peu près le tour, je pense, j'espère. En tout cas, c'est un honneur que de vous recevoir, parce que je trouve que votre combat il est magnifique, et que vous êtes magnifique dans le combat là. De précision, et puis je sais pas, il y a un esprit moi je vous aime, voilà, c'est comme ça. Tu vois, c'est aussi con que ça. Voilà. On sait pas. On sait pas. Je sais pas encore si on pourra venir samedi. C'est un peu bon. Bref, voilà. Mais si on peut, voilà. En tout cas, demain soir à 20h ici même, il y a la base arrière. Alors, il y a eu tout un tas de discussions avec vos copains de la base arrière, parce qu'ils me disaient non, on veut pas montrer nos visages. Je dis non, il faut faire quelque chose. Donc normalement, il y a une surprise. Vous verrez, il y a une surprise demain à 20h. Je comprends très bien les préventions, mais bon, voilà. Mais on va se démerder, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'il y aura effectivement tout un tas de conseils pour rejoindre ce week-end Niort et ses environs, le Marais Poitevin et ses eaux. Voilà. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot ou pas, ou c'est bon, place à la grande conférence de presse nationale et internationale peut-être. Et international. Et oui. Oui, qui va, pour te le redire vite fait, se passer en 2 temps, en présentiel à midi et en visioconférence. Donc je ne sais pas si tu auras possibilité de... Bon, il y a beaucoup d'infos qu'on a évoquées là, il n'y aura pas forcément une grosse plus-value. Néanmoins, il y a quand même Nicolas Giraud qui va être présent, il y a Elisabeth Lucot, la députée du secteur, qui est très courageuse sur ce dossier-là, qui va également participer, et les camarades des Soulèvements de la Terre, donc il y aura du contenu. Peut-être en mot de la fin, préparer votre pactage, votre plus beau bleu de travail, de covoiturer, de nous rejoindre le plus tôt possible en fait, les gens qui arriveront un peu plus tôt. Il ne faut pas que ce soit une vague non plus, mais on a des chapiteaux à monter toute la semaine, certainement des excursions, des randonnées pédagogiques en amont à faire autour de Sainte-Soline tant que le secteur n'est pas clôturé. Et puis Mosée, c'est un beau pays aussi. Voilà, donc on invite tous les écotouristes à nous rejoindre dès le plus tôt, dès qu'ils le peuvent. Ça va être un grand jeu de jeu de chat et la souris. Avec en face des gros chats qui piquent, des gros chats qui sont pas bien à l'aise et puis qui vont essayer d'utiliser leurs armes. On va tout faire pour s'en prémunir, s'en défendre, développer des stratégies très malines et voilà. Et on gagnera. Ces bassines, elles vont disparaître, mais pour ça, on a besoin que toute l'énergie qui va être sur le mouvement social cette semaine puisse se déporter samedi sur le secteur du Poitou. Bon courage à tous les camarades qui vont être sur les barricades et qui vont être sur les ronds-points toute la semaine un peu partout en France.
On a l'occasion historique de mettre un gouvernement abject par terre, que ce soit sur les retraites, que ce soit sur les méga-bassines. Ensemble, on est fort, on est le peuple, on va gagner. Nos Bassaranes. Merci beaucoup à tous les deux et merci Anne d'être venue nous éclairer en hydrologie. Merci à vous, vraiment. Pour l'accueil. Il y a de l'eau dans le café, donc j'aime l'eau. C'est la base. C'est la base de mon alimentation. Bon, allez, à bientôt. Et on n'est pas chez les cons. On n'est pas chez les cons. À bientôt. On n'est pas chez les cons. Bonne conférence de presse. Voilà, amis de la police, du café, de la tendresse utopiste et des streams sérieusement libres. 1000 merci d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Opost. Julien Leguet, porte-parole de Bassine, non merci. Sous surveillance policière, et Anne Morwen qui est venue nous Pastier, Anne Morwen Pastier, hydrologue, qui est venue nous éclairer. Merci infiniment à tous les deux. Tout ceci avant la grande manifestation de ce samedi. Merci aux immenses modos de la paix techno, Eurial, Jessie, Robin, Olivier. Merci à la folle équipe du site oposte.fr, emmené par les pétaradans Sylvia et Nicolas. Merci à Blast pour le partenariat